RD Supreme Hero est heureuse d'accueillir notre invitée Nicole Dron. Vous le savez sûrement déjà, Nicole Dron est une des premières personnes en France à avoir eu le courage de témoigner de son expérience aux frontières de la mort. En cette année 1968, elle a 26 ans, la jeunesse française se soulève par la révolte étudiante et les grèves d'ouvriers se généralisent. Nicole fait face à des soucis de santé et doit être opérée en urgence. Suite à une hémorragie, son cœur s'arrête 45 secondes avant d'être réanimé. Durant ce laps de temps, elle a vécu une expérience transcendante qu'elle garde secrète une dizaine d'années, de peur de passer pour folle et aussi parce qu'elle n'a jamais entendu parler de ce phénomène. C'est en découvrant par hasard le livre de Raymond Moody, La vie après la vie, qu'elle comprend que deux personnes ont vécu des expériences similaires. Elle ose alors en parler, d'abord à son époux, et puis de conférences en entretien, de livres, en courrier de réponse à ses lecteurs. Elle diffuse des messages d'espoir et de sagesse sur l'éternité de la vie. Il est important de préciser que les droits d'auteur de ces ouvrages sont reversés à des associations caritatives. Nicole a aujourd'hui 82 ans et c'est avec la même vivacité d'esprit, vous allez le voir, la même joie de vivre, qu'elle n'a jamais cessé de témoigner sans répit. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas eu la chance d'entendre le témoignage de son expérience de mort imminente, nous vous proposons, pour ménager Nicole et avec son accord, de regarder l'excellent film documentaire qui lui est consacré, 45 secondes d'éternité, réalisé par Anthony Chen et Xavier Faye, disponible sur leur chaîne YouTube, Titria, dont je mettrai le lien en description dans la vidéo. Retrouvez son témoignage également dans ses livres 45 secondes d'éternité et Comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres, publié aux éditions Exergue. Aujourd'hui, nous souhaitons interroger Nicole pour savoir en quoi son EMI a pu changer ce qu'elle pense du sens de la vie. Bonjour Nicole. Bonjour Isabelle, ravie de vous rencontrer. Également, merci d'être là. Nous avons déjà dialogué ensemble à plusieurs reprises et j'avoue être très touchée par votre tendresse distinguée, votre générosité. Il émane de vous la force naturelle de ceux qui ont vu, c'est indéniable. Quelle preuve de la réalité de cette expérience de conscience hors du corps avez-vous rapporté qui pourrait convaincre les incrédules? Oh Isabelle, il y a beaucoup de choses. Il faut que je vais me replacer dans l'expérience pour le dire dans l'ordre des choses, disons, hein. Alors déjà, lorsque j'étais sortie de mon corps, que j'étais sur la table d'opération, j'ai entendu le chirurgien qui a dit, elle me pète entre les mains. Ce qui m'a été confirmé un mois après, lors de ma première sortie. Je faisais des emplettes, j'étais dans un magasin. Une jeune femme est arrivée, elle m'a dit bonjour la petite ressuscitée. On m'appelait comme ça à l'hôpital. Et donc, je lui ai dit que je ne la connaissais pas. Elle me dit moi si, j'ai assisté à votre intervention. Dites donc, qu'est-ce que vous nous avez fait peur? Alors, j'en ai profité pour lui demander ce qui s'était réellement passé, parce que moi, j'avais le sentiment donc d'avoir parti loin. Je lui ai dit franchement, j'ai le sentiment, je sais que j'étais morte. Alors elle m'a dit, en tant qu'infirmière, je n'ai pas le droit de vous le dire. Mais après tout, qu'elle me dit, vous êtes bien vivante, hein. Elle me dit, oui, c'est vrai. Elle me dit, vous savez, vous avez fait très, très peur au chirurgien qui a dit, je ne sais plus si elle m'a dit, elle me claque dans les mains ou elle me pète entre les mains, disons que c'est la même chose, quoi. Voilà, donc vous voyez, un mois après, j'ai déjà eu cette confirmation-là. Lorsque je suis allée dans la salle d'attente, parce que quand j'étais opérée, que j'étais au plafond, j'ai pensé à mon mari qui m'avait dit, ne t'en fais pas, tout va bien se passer, on t'attend dans la salle d'attente. Je pense à lui, instantanément, je me trouve dans la salle d'attente de l'hôpital, je prends conscience de traverser les murs, ça se fait tout seul comme ça. Dans cette salle d'attente, je me rends compte qu'il n'y a ni chaise ni banc. Je me dis, c'est quand même pas normal, quoi. Et plus tard, j'en ai parlé à mon mari, il m'a dit, tu avais raison, il n'y avait ni chaise ni banc. Et moi, j'essayais de me manifester à eux, mais en vain, ils ne me voyaient pas. Mais moi, je les voyais bien. Et c'était comme si que j'étais dans le cœur de mon mari. Non pas dans le cœur physique, mais je savais tout ce qu'il pensait. Plus tard, je lui ai dit, bah, tu ne t'en faisais pas trop, hein, quand même.
quand j'étais sur la table d'opération. Et bien des années après, il m'a avoué que ça l'avait interpellé parce que c'était vrai, il était jeune à l'époque, il avait 30 ans. J'étais rentrée pour un curetage. Ce n'est pas grave. Et puis évidemment, après, ça s'est déclaré, on a dû me faire une hystérectomie. Et j'ai mon cœur qui a lâché pendant 45 secondes, mais lui ne le savait pas. Donc il attendait tout simplement que ça soit passé. Et puis j'ai pensé à mes enfants. Ça, c'est important. Avant de partir donc à l'hôpital, alors que je faisais une très grosse hémorragie, j'avais un petit garçon de 22 mois que j'ai confié à ma belle-mère qui habitait tout près de chez nous. Et vous savez, à 26 ans, ben, on est encore assez naïf, hein. Moi, je pensais que et j'allais faire un petit retour comme ça à l'hôpital chez moi, quoi. Et je lui ai dit, vous savez, maman, si je ne suis pas rentrée demain, surtout, donnez bien le déjeuner à Thierry, non pas à midi, mais à 11h30. Parce que j'avais remarqué que à 11h30, mon petit garçon mangeait de bon appétit. Puis à midi, ben, bon, c'était pour lui, c'était l'heure de la sieste. Ma belle-mère me dit, ben, vous savez bien que je vais bien m'occuper de lui, quoi. Et c'était une bonne grand-mère et je ne me faisais pas de soucis. Alors je pense à mon petit garçon. Je n'ai même pas le sentiment d'avoir traversé la ville pour aller de l'hôpital chez mes beaux-parents, pas du tout. Je pense à Thierry, je suis chez mes beaux-parents, dans la cuisine, mon fils en chaise haute et ma belle-mère qui lui donne à manger et son nez, pour ainsi dire, tombé dans l'assiette. Plus tard, j'ai su que j'étais entrée dans la salle d'opération à 12h30, vous voyez. Donc, ça s'est passé après. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais pourtant, je lui avais dit hier, mais sans lui en vouloir pour autant, parce que la matinée, elle avait été bien mouvementée à cause de moi, quoi. Et puis, ben voilà, et c'était vrai. Et je pense à ma petite fille qui avait été confiée, qui était née 3 semaines auparavant, 3 semaines, un mois auparavant, qui a été confiée donc chez mes parents. Mes parents avaient déménagé justement 8 jours avant dans une grande maison qui était encore froide. On était au mois de janvier, pas moyen de réchauffer la maison. Et maman avait eu peur que la petite, elle attrape froid. Donc au dernier moment, elle a été confiée chez une tante de mon mari. Et maman faisait tout ce qu'une mère peut faire, quoi. Elle me faisait à manger, elle faisait ma lessive et tout. Et le matin même, mon mari lui avait apporté un drap maculé de sang. Le drap qu'on m'avait mis entre les jambes quand on m'avait conduit donc à l'hôpital. Et bien sûr, je voyais papa et maman, je les entendais parler et eux ne me voyaient pas. Et maman est en train de dire, mon Dieu, dans quel état elle est Nicole? Bon, je suis tout le temps en train de changer l'eau quoi, du drap. Il y a toujours autant de sang. Dans quel état elle doit être? Et papa disait, j'avais encore un petit frère de 11 ans à l'époque, et papa disait, vite, on va conduire Alain à l'école pour être là quand Nicole se réveillera à son chevet. Voilà. Plus tard, quand j'en ai parlé à mes parents, j'étais très, très surpris parce que c'était exactement vrai. Ce qui s'était passé. C'était exactement ça. Mhm. Alors après, il y a quelque chose quand même que là, ça a vraiment interpellé très, très fort mon mari. Parce que j'ai mis 10 ans avant d'en parler à mon mari et même à maman. Non pas parce que je n'avais pas confiance en eux, mais aucun n'avait entendu parler d'une telle expérience. Je n'avais pas les mots pour en parler. J'avais toujours peur de la désacraliser. Et puis j'avais peur aussi qu'on me la désacralise en me disant, tu ne crois pas que c'est un rêve, et ceci et cela. Donc il m'a fallu peut-être acquérir une certaine force intérieure, ce que je crois. Voilà. Mais quand j'en ai parlé à mon mari, donc 10 ans après, je lui ai dit, et ça ne s'était pas encore réalisé, bien sûr, j'ai dit, tu sais, si je me rappelle bien de mon expérience, on me montrait que 3 membres de notre famille décéderaient à 3 semaines d'intervalle. Oh, je veux bien me tromper. 3 mois, admettons, mais pour moi, c'est 3 semaines d'intervalle. Donc, en 1981, le 27 janvier, un mardi, mon beau-père décède. 3 semaines après, un mardi, le 17 février, ma grand-mère nous quitte. Et à la fin de l'année suivante, c'était ma belle-mère. Alors là, quand ça se concrétise comme ça, vous voyez,
là, mon mari m'a dit, quelque part, j'avais besoin d'une preuve concrète pour dire, oui, franchement, ce qu'elle a vécu, il faut en tenir compte, quoi. C'est ce qui Alors, il y permet a, également de prendre en compte ces expériences sans les balayer d'un revers de main, parce que la plupart des personnes qui témoignent avoir oui, vécu une expérience aux frontières de la mort rapportent le plus souvent des faits, des choses vérifiables. oui. Et oui, j'ai un ami, Jean Morzel, lui, il avait vu la plaque métallurgique, le numéro du lit sur lequel il était allongé, quoi. Alors il était mort, pour ainsi dire. Il ne pouvait pas aller voir dessous, quoi. Ça, c'est quand même incroyable. On m'a montré aussi les événements futurs sur l'avenir de l'humanité. J'ai vu des millénaires dans cette expérience, des millénaires la formation de la Terre, je voyais des civilisations anciennes. On me montrait qu'en 1968, que nous étions à la croisée des chemins, qu'il y avait une grande technologie, mais que malheureusement la conscience, la fraternité n'avait pas accompagné cette technologie. Et on me montrait tout ce qu'il risquait d'arriver si on ne changeait pas de conscience. Alors évidemment, moi je ne suis pas là pour apporter la sinistrose, hein. Bien au contraire, et surtout que on ne m'a pas dit que ça arriverait. On me disait que ça arriverait si on ne Oui, change pas de conscience. Pour moi, le si, c'est notre part de liberté. oui. Parce qu'en prenant conscience de tout ça, on peut changer les événements en se transformant à l'intérieur. Alors donc en 1968, je voyais comme un chômage qui s'étendait sur le monde entier. On me montrait une peste qui s'étendrait sur le monde entier. Et beaucoup de personnes m'ont dit, en relisant mon premier livre d'ailleurs, Madame Dron, la peste qu'on vous a montrée, vous ne croyez pas que c'est le sida? Parce qu'il y a quelque temps, c'était le sida. Ouais, en Je ne sais pas, 84. je n'avais pas de nom. Et maintenant, on me dit, est-ce que vous ne croyez pas que c'est le Covid? Je n'en sais rien. Je n'avais pas de nom. C'était quelque chose d'assez grave et surtout qui s'étendait, quoi. On me montrait ça, je voyais des bouleversements géologiques, des tsunamis, des tremblements de terre, mais surtout, Isabelle, une violence inouïe. Et je me demandais, mais comment est-il possible d'en arriver à cette violence? Parce qu'on a connu, nous, tout le monde, une violence, surtout quand on a des petits garçons. On sait très bien qu'à l'école, s'ils se battent, c'est avec des coups de pied, des coups de poing. Bon, mais ça n'a rien à voir avec la violence qu'il y a maintenant. Et ça m'avait fait peur. J'avais dit à mon mari, j'avais dit, tu sais, malheureusement, si un jour il y a une pénurie alimentaire, tu verras des bandes armées qui viendront voler, violer, piller. Et je me rappelle tout le temps de la réflexion de mon mari qui m'a dit, écoute, arrête, on n'est pas en Amérique ici, quoi. Hein. Et ce qui se passe en ce moment, oui, ça m'inquiète énormément. Et et c'est mon mari d'ailleurs qui me dit, tu sais, quand tu m'as dit ça, c'était tellement gros, hein, Oui. entre guillemets, que j'ai eu du mal à croire. Il me dit, mais là, je suis le premier à reconnaître que, ben, même si c'est pas vrai à 100%, est-ce que j'espère que ça ne sera pas vrai à 100%, eh ben, il me dit, je reconnais quand même qu'il y a beaucoup d'éléments qui t'ont été montrés, quoi. Effectivement, l'homme a toujours sa part de décision et Oui, peut-être que cette peste que vous évoquez, c'est aussi un état d'esprit que l'on porte à la fois positif et négatif et que mais oui, l'idée, c'est de choisir mais comme vous ça le... peut être beaucoup de choses, vous savez, Isabelle. Par exemple, dans l'expérience, dans le futur de l'humanité qu'on me montrait, je voyais un certain moment le feu dans le ciel et des corps calcinés. Donc, logiquement, avec son intelligence, on peut se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas comment, une guerre nucléaire ou quelque chose qui ressemble à du nucléaire, ou alors le soleil, comment la puissance du soleil, etc., qui pourrait tout perturber et en arriver à ça. Voilà, est-ce que ça pourrait être une chose tout simplement, disons, basique, quoi. Et puis après, parce que j'ai eu besoin de lire, de comprendre cette expérience, j'ai dévoré, disons, des livres qui parlent de spiritualité en général et tout simplement la transformation de l'individu, quoi. Mais dans beaucoup de ces livres-là, on parle de la purification par le feu. Et quand on voit, par exemple, le symbolisme du feu,
ça représente la purification des pensées. Par l'eau, ça représente la purification des sentiments. Alors moi, sincèrement, je suis incapable de dire à quel niveau m'ont été donnés ces enseignements. bien sûr. Dans votre livre, vous dites que vous avez rencontré votre jeune frère, Oui, décédé très jeune, qui oui, vous a conseillé, me semble-t-il, de ne parler de votre expérience qu'à partir de 1985, oui, et ce qui également est un message reçu par d'autres expérienceurs oui, comme vous. oui, oui, Et vous supposez que ça correspond à une période où l'humanité est peut-être plus à même de oui. comprendre, d'envisager la réalité Je de suis ces expériences. pas. Oui, mon frère me disait de ne pas parler de cette expérience avant 17 ans, donc 1968, 17, 1987, 5, parce que sinon, elle pourrait être considérée par les milieux médicaux et scientifiques comme un traumatisme consécutif à un choc opératoire. Bon, alors c'est tout. Voilà, j'ai respecté en gros. Et un jour, j'étais invitée sur la Côte d'Azur et je pose toujours après la même question dans la salle, est-ce que quelqu'un dans la salle a vécu la même expérience? Je peux vous dire qu'à chaque fois, il y en a un. Bon. Et là, il y a une dame qui me dit, moi, Madame Dron, j'ai vécu la même expérience. Elle me dit, vous savez, en rigolant, elle me dit, je suis venue vous voir pour voir si vous disiez la vérité. Je respecte infiniment parce que c'est son droit absolu, hein. Bien sûr. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous en pensez? Elle me dit, oui, la façon dont vous le racontez, dont vous en parlez, je n'en doute aucunement. Mais en plus, j'ai la preuve qu'elle me dit. Ah bon? Quelle preuve? Elle me dit, on vous a demandé d'attendre 17 ans avant d'en parler. Moi, j'ai vécu cette expérience en 1974 et on m'a demandé d'attendre 11 ans. Donc 85 tous les deux. Mon mari qui était là, après on s'est interrogé, on s'est dit, mais quand même, pourquoi, quoi? Qu'est-ce qui se passe en 1985? Puis j'ai eu l'occasion de parler avec cette dame-là, bien sûr. Et donc, ça a été une expérience extrêmement profonde pour elle, parce qu'elle travaillait, je crois, dans le médical, mais à la suite de ça, elle a fait des études en psychiatrie. Vous voyez à quel point on a besoin de comprendre, hein, dans toutes les dimensions possibles. Bien sûr. Et en même temps, elle s'intéressait beaucoup à l'astrologie. Ouais. Et donc, elle m'a dit que d'après les études qu'elle avait fait d'astrologie, on a notre système solaire qui se promène dans l'univers, quoi, qui se déplace. Et donc, à partir de 1985, on allait se déplacer dans une zone avec des fréquences beaucoup, beaucoup plus subtiles. On allait laisser une certaine matérialité, une densité derrière nous qui ne nous permettait pas, qui bloquait, disons, tout ce qui était spirituel quelque part. C'est Oui. possible, hein? Oui. C'est possible. L'intérêt également, c'est que la médecine s'est intéressée de plus en plus Oui, des témoignages durant des arrêts cardio-respiratoires réanimés. oui, Et donc, Raymond Moody a oui. publié ce livre donc, qui a été déterminant pour Le vous, mais bienfaiteur de l'humanité. tout à fait. Et d'autres ont suivi. Et donc, peut-être effectivement, l'humanité est capable d'accepter ce qu'elle est en mesure de comprendre. Et Oui, qu'à ce moment-là, les études étant scientifiquement, en tout cas, recueillies, ça pouvait permettre déjà de se poser honnêtement la question sur bien la sûr. réalité de ces expériences. Vous savez, Euh, vous savez, Isabelle, excusez-moi de vous interrompre. Je suis quelqu'un, les personnes qui m'entourent pourraient le dire, je suis quelqu'un de bien enraciné. Euh, une fois, il y a une personne, un astrologue, qui m'a dit, Madame Bron, me permettez-vous de savoir votre date de naissance? Je vais vous faire votre thème. Puis après, il a avoué lui-même. Il m'a dit, j'ai fait votre thème de naissance, Madame Dron. Je voulais savoir si je pouvais totalement crédibiliser votre expérience. Mais il me dit, mais c'est incroyable. Vous avez 5 planètes en taureau, je vous dis ça comme ça. Donc, c'est des signes de terre. En principe, vous ne devriez pas décoller. Et moi, je sais très bien, et dans mon entourage, il y a beaucoup d'amis, de personnes qui m'ont connue, qui me connaissent, qui m'ont dit, tu sais, Nicole, c'est parce que c'est toi. C'est parce que cette expérience est arrivée à toi, eh bien, qu'on la crédibilise, parce que on sait très bien que tu es quelqu'un de bien enraciné, quoi. ouais.
Et moi-même, j'avoue, je suis honnête envers moi-même, j'avoue que si je n'avais pas vécu cette expérience, j'aurais eu beaucoup, beaucoup de mal à la croire. Mais Oui, ça m'est arrivé. oui. Une fois qu'on l'a vécu, évidemment, la transformation est immense pour tous ceux qui témoignent, hein, c'est Oui. certain. Et notamment quand on parle, quand les expérienceurs parlent de cet amour Ah incommensurable oui. qu'ils ont traversé. S'il vous plaît, parlez-nous de cet amour que vous avez vécu. Les détracteurs des Oui. ENI disent que ce sont des expériences vécues par des personnes qui sont en manque d'amour. Et ben, j'ai envie de vous poser une question très indiscrète, Nicole. Est-ce que vous vous considérez comme une personne mal aimée? Bon, je remercie tous les jours d'être née dans une famille avec mes parents qui nous ont profondément aimés, mais profondément aimés, avec la sévérité de l'amour, hein, parce que dans l'amour, il y a aussi le côté d'être droit, hein, dans ses bottes, etc. Mais ils sont partis, mes parents, maintenant. Je sais qu'ils m'entendent et tous les jours de ma vie, je leur dis merci. Je n'ai jamais manqué d'amour dans ma vie. J'ai cette chance inouïe de n'avoir pas manqué d'amour. Mon mari m'aime, mes enfants m'aiment, mes petits-enfants, écoutez, hier encore, j'ai un de mes grands là qui a 30 ans qui me téléphone, puis à la fin il me dit, Mamie, j'ai quelque chose à te dire. Je dis, je t'écoute, mon grand, je t'aime, tu sais. Bon, écoutez, bon, Donc, c'est beau, c'est en plein cœur. Je dis, moi aussi, mon grand, vous ne saurez jamais combien je vous aime. J'ai eu cette chance de ne pas manquer d'amour. Mais je comprends qu'on puisse s'interroger. J'ai fait partie de YANTS, une association qui étudie justement ces expériences-là, tout à son début. Et donc, j'avais discuté avec un psychologue aussi qui m'avait posé la même question. Je comprends parfaitement qu'on puisse la poser parce que on pourrait faire un transfert, etc., etc. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres, mais pour ma part, non. Par contre, ce que je peux dire, c'est que tout l'amour que j'ai reçu, même par exemple l'amour que j'ai reçu et que je donne à mon mari, à mes enfants, etc., je peux considérer ça comme je vais dire à mon mari, à mes enfants que je les aime. C'est comme si que je mettais mon cœur dans ma main et je leur offrais. Mais l'amour terrestre, je tends l'autre bras, l'autre main pour en avoir autant. C'est beau, mais c'est comme ça l'amour terrestre. Voilà, de l'autre amour, quand je suis rentrée dans cet amour-là, Isabelle, j'ai pas de mots. C'est là que j'aimerais bien avoir une baguette magique pour enfin, trans, transmettre de cœur à cœur. Mais c'est un océan d'amour, il y a aucun, il y a aucun mot terrestre. Je sais très bien qu'en parlant je le décris, désacralise cet amour. Mais cette propriété aussi, c'est cet amour-là nous construit, nous met debout. Il comble tous nos manques, même ceux qui sont inconscients qu'on ne sait pas. Et moi, j'appelle ça un amour soleil. Et cette particularité dans cet amour-là, c'est que tout en étant moi, je devenais l'amour. Quelquefois plus tard, j'ai essayé de dire à mes enfants, admettons que vous soyez petit, que vous ne sachiez pas ce que c'est que de l'eau. Vous allez à l'école, on vous dira H2O. D'accord, ça ne veut rien dire. Bon, moi, je vous emmène à prendre un bain ou à la mer. Et puis, voilà, l'eau, vous allez vous rendre compte que c'est un élément liquide, froid, tiède, chaud, etc., qui peut même aller en vapeur. Et vous allez dire, ça y est, maman, je sais ce que c'est que de l'eau. Eh bien non, tant qu'on n'est pas de l'eau, on ne sait pas ce que c'est que de l'eau. Et c'est pour ça qu'il est tellement difficile de parler de l'amour de l'autre côté, parce que on devient, par une espèce d'osmose, on devient soi-même l'amour. Et l'amour, on prend conscience que, vous voyez, je suis en train avec mon mental de disséquer, mais c'est autre chose que ça. L'amour, c'est la vie. C'est c'est- c'est- c'est la vie, c'est l'amour, c'est la sagesse, c'est la plénitude. C'est un état, c'est pas un sentiment, c'est un état d'être. Et quand on est dedans, on n'éprouve plus le besoin d'avoir. Ici sur la terre, on a besoin d'être aimé, c'est normal. De l'autre côté, on n'éprouve plus le besoin.
d'être aimé, parce que soi-même, on est rempli, on est ça. Est-ce que vous Mhm. pouvez nous raconter ce qui vous a été donné de voir durant l'expérience? Donc, Isabelle, vous me demandez de raconter un petit peu mon expérience, c'est ça? Votre expérience a commencé par quelque chose qui n'était pas très sympathique et que Oui, ce qu'on peut appeler une EMI négative, et vous avez une explication par rapport à ça? oui, oui, l'EMI négative, ça n'a duré peut-être qu'une fraction de seconde. C'est moi qui la considère comme négative. C'est comment, je me suis trouvée dans un abîme de ténèbres, de silence. Voilà. Et là, à ce moment-là, j'ai pris conscience d'être morte. Il n'y avait plus rien autour de moi. J'avais ce sentiment que j'allais exister jusqu'à la fin des temps comme ça, dans un noir absolu, sans voir rien, sans entendre qui que ce soit. Pour moi, c'était terrible. Et là, je me suis rappelé tout ce qu'on m'apprenait quand j'étais jeune. J'étais élevée dans la religion catholique, que j'allais au catéchisme. On me disait qu'on vivait jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection finale. Mais là, dans ce contexte-là, qu'est-ce que c'est la fin des temps, quoi? 1000 ans, 1 million d'années, des milliards d'années. Et puis là, quelque chose en moi s'est insurgé. Je pense que ça n'a dû durer qu'une fraction de seconde. Et au loin, j'ai vu une petite lumière et j'étais propulsée à toute vitesse vers cette lumière. Et c'est là que ça a tout changé. Mais pour en revenir à ces ténèbres-là, un jour, j'ai eu un coup de fil d'un monsieur qui habitait à 80 kilomètres de chez moi, un homme jeune, qui m'a dit que depuis qu'il avait vécu cette expérience, il ne pouvait plus sortir. Parce que c'est dommage, c'est que je n'ai pas relevé son numéro de téléphone. J'aurais pu le joindre après. Parce que il se retrouvait dans ces ténèbres absolues. Et donc, il a vu venir vers lui comme des figures géométriques, vous savez, des losanges, des cercles, des triangles. Et il a eu une peur immense. Il a pensé que ces figures géométriques venaient à lui il m'a dit le mot, lui, pour m'avaler, pour m'engloutir. Voilà. Et alors, il reste avec cette peur-là quand il va mourir. Il n'a pas eu l'opportunité ni la chance de voir la lumière. Donc, pour lui, ça se limite à ça. J'ai rencontré aussi un autre monsieur qui a fait un livre magnifique sur une MDE négative, hein. Et lui, il n'a pas été jusqu'à la lumière. Il s'est senti, mais alors, seul au monde, euh, tout se détacher de lui. Et ça, je peux le comprendre. Parce que moi, après, j'ai vécu la lumière, mais ça, je l'ai vécu. Et donc, plus tard, je pense que ça devait être un livre comme, comment? Ah, je ne sais plus, c'est d'Édouard Chouret, je crois. C'est un livre du Sphinx au Christ, enfin, un livre comme ça, où il est dit que dans le chemin de la connaissance vers soi, que certains appellent le chemin initiatique, hein, pour retrouver quelque part cette sagesse, cette âme, eh bien, il y a une étape importante que tout le monde doit traverser un jour ou l'autre, c'est se trouver dans ces ténèbres absolues où on a le sentiment de mourir, que tout se détache de soi, mais c'est l'ego qui se détache. C'est toutes les parties de l'ego qui se détachent. Et après, quand c'est fait, ben, on est plein de cette sagesse, de cette lumière, de cette plénitude. Mais si l'expérience s'arrête avant, évidemment qu'on peut ressentir ça. Évidemment. Alors, je renvoie les personnes qui regardent cet entretien à regarder la vidéo précédente qui est sur notre chaîne, qui est le témoignage reçu d'Antoinette, une personne qui a voulu rester anonyme et qui témoigne de son Oui, EMI négative justement oui, après une tentative de suicide. Et elle explique exactement ce que vous racontez. Et elle, je ne l'ai avec pas vu. les... Ouais. Euh, elle est très touchante, cette interview, et elle a compris avec le recul qu'en fait, ce qu'elle vivait correspondait à son état d'esprit. Et elle dit, je ne suis pas arrivée à me sortir de cet état parce que j'étais envahie d'émotions et de choses Oui, très, très dures. Et donc, elle a trouvé des solutions, elle a prié, etc. Et donc, après, elle a réintégré son corps, mais ça reste pour elle une expérience très, très difficile. Et donc, à vous entendre, ce qui est intéressant, c'est que le moment venu, l'intérêt de ces témoignages qui peuvent être pédagogiques, hein, pour tout oui, un chacun,
c'est de se dire, ben, le jour où je vais peut-être me retrouver de l'autre côté et à vivre cette expérience, il me suffira de comprendre que c'est une étape et que, Évidemment. voilà, et que après il y a autre chose et J'ai un chapitre qui est consacré à ça tout à dans mon fait. deuxième livre, justement. Hein, Oui, et puis, j'ai eu le bonheur de lire aussi un livre qui est le Bardo Thodol tibétain. oui, oui, Hein, où alors les maîtres tibétains disent à leurs disciples, quand un disciple décède, le maître tibétain l'accompagne pendant 40 jours et il lui dit avec le langage bien sûr approprié, noble disciple, ne t'inquiète pas si tu vois des formes hideuses venir vers toi, oui, hein, des pics, des lances, des monstres, etc. Ce ne sont que les formes pensées de ton être intérieur, de ton ambiance intérieure, de tout ce que tu as pensé sur un autre plan. Les pensées, on ne les voit pas, mais ça peut acquérir des formes et correspondre aux sentiments et aux pensées qu'on a. Une pensée douce, ça peut se manifester par comme de l'ouate, etc. Une colombe, une pensée méchante, comme une flèche acérée, etc. Et donc, il conseillait à ses disciples de regarder tout ça passer, de prendre conscience que c'était le contenu de sa conscience oui. à lui, mais aussi à l'humanité, et de traverser ça, quoi. Ça c'est intéressant, c'est important à dire. Je suis d'autant plus d'accord avec vous que bon nombre de personnes maintenant, Oui, avec toutes les émissions, le développement personnel, tous les livres qui oui, existent justement de spiritualité, d'éveil de conscience, bon nombre de personnes font un parcours très riche oui. et très productif dans ce domaine-là. Et c'est important pour autant de leur dire peut-être que ça va peut-être pas les dispenser de vivre une expérience comme celle-ci, même si elles ont fait déjà un grand cheminement intérieur. Mais oui, parce que nous, on est dans une conscience terrestre, on n'a pas connaissance de tout le contenu des différentes dimensions de notre conscience, hein, l'inconscient, le subconscient, etc. On est agi par des forces dont on ne connaît pas. Et c'est tout l'intérêt, justement, de... Moi, je pense qu'il y a une différence quand même fondamentale. J'apprécie énormément tout ce qui est la psychologie, etc., etc. Ça nous permet de mieux vivre dans notre vie. Quelquefois, il faut qu'on voie l'ego, de quoi il est constitué, ce qui nous maintient en esclavage. Il faut qu'on le voie. Puis après, il faut se libérer de tout ça. Ouais, Hein. tout à fait, se Et quand libérer. on arrive dans la délivrance, c'est encore un chemin, disons, plus profond, plus pointu, ce qu'on appelle le chemin initiatique. Et, et oui, quoi. Et on est venu sur la Terre, moi je sais qu'on est venu sur la Terre pour apprendre à aimer, pour apprendre à se connaître et pour apprendre à être délivré de toutes ces choses conscientes et inconscientes qui nous maintiennent en esclavage quelque part. Cet ego, cette individualité, finalement, il est utile, il est important, Oui, même dans le développement personnel, parce que c'est celui qui permet de vivre des expériences, parce que sans bien sûr. dualité, il n'y a pas d'expérience et ben, il n'y a pas de réel parcours initiatique à Bien sûr. vivre ici. Mais penser que quand on suit un parcours de développement spirituel, on peut Oui, être déjà délesté de son ego, ça peut être une épreuve de foi quand on arrive de l'autre côté, de se rendre compte oui. Ah oui, qu'on a absolument. ce parcours à traverser et soyons prêts d'ores et déjà à se dire, voilà, c'est une étape nécessaire Oui, juste pour enlever l'habit, poser le costume qu'on avait exactement. sur Terre et peut-être embrasser la Mais vacuité. l'ego est nécessaire pendant un grand bout de chemin, il est nécessaire. On le voit, on le transporte, on le transforme, on le purifie. Et puis, il faut le mettre tout simplement au service d'une cause plus grande, quoi. Au Ouais. service, ben voilà, de l'amour, de la sagesse, c'est tout. On y reviendra tout à l'heure, mais justement, cette notion d'ego, c'est important parce que l'expérience que vous avez vécue, vous avez témoigné que vous aviez l'impression d'être vos enfants, votre époux, quand il a été question de revenir. Oui, Euh, voilà. Mais si vous voulez bien, je voudrais poursuivre sur ce qui vous a été donné de vivre durant cette expérience oui, et notamment la rencontre avec des personnes de votre famille, donc votre jeune oui, frère oui, décédé, Pierre.
également le frère de votre époux que vous n'avez pas Oui, connu et que vous avez reconnu parce que il s'est fait reconnaître. Ça serait bien également d'expliquer comment se fait-il que l'esprit puisse avoir une apparence de l'autre côté. Comment ça fonctionne, vous voyez? Voilà, est-ce que ils le font exprès pour se faire reconnaître? Sans ça, ben, je on sais est, pas, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est important. Je pense que on se reconnaît de l'autre côté. L'âme, on n'est pas qu'un corps physique, hein. On est un corps, j'ai pu m'en rendre compte durant cette expérience. Mon corps physique, il était étendu sur la table d'opération. Et moi, je me baladais dans un corps plus spirituel, puisque je me rappelle, dans la salle d'attente de l'hôpital, il y avait mon mari, mais mon beau-père. Et pour consoler mon beau-père, pour le rassurer, je me rappelle avoir fait ça, mis ma main sur l'épaule de lui, quoi, et ma main traversait son corps. Ce n'était pas mon corps physique. Voilà, j'étais ouais, déjà dans un corps spirituel d'énergie, mais c'est troublant parce que mon beau-frère, par exemple, que je n'ai jamais rencontré sur la Terre, hein, mon mari avait 14 ans quand son frère est décédé, mais je l'avais vu par photo, on m'avait montré qui était Jacques. Et de l'autre côté, il était là, et j'étais même très, très troublée parce que je taquinais toujours mon beau-père, parce que Jacques et mon mari Michel, c'est étonnant à quel point ils ressemblent à leur père, quoi, tous les deux, hein. mm, Et je disais à mon beau-père, vous ne pouvez pas nier d'être le père de vos enfants, c'est pas possible ça. ouais, Voilà. Et de l'autre côté, Jacques se présente avec la même petite fossette que mon mari là sur le menton, vous voyez, exactement les mêmes traits que j'ai vus. Voilà. ouais, C'est et mon frère, par contre, mon petit frère était décédé à l'âge de 7 mois. J'avais 11 ans. C'est un petit bébé, un petit poupon. ouais. Alors, comment, et là, franchement, je m'interpelle, comment ai-je pu le reconnaître? Parce que les traits d'un jeune adulte ne sont pas forcément les traits d'un bébé, hein, et, il peut y avoir de la ressemblance, mais c'est rare, quoi. Et pourtant, je savais de façon certaine que c'était mon frère. Euh, Même encore maintenant, on pourrait me démontrer par A plus B que c'est mon imagination, que c'est parce que je le voudrais, ceci, cela. Je laisserai les gens parler. Ça n'a aucune importance pour moi. J'ai- c'est- je, je sais, c'est même pas une conviction, je sais que c'était lui. Alors je pense, parce que je n'ai pas d'autre façon d'expliquer les choses, que c'est une reconnaissance d'âme à âme. Ouais. Parce Alors, par rapport à notre degré de connaissance et d'évolution, alors, je parle pour moi, un petit oui, humain, lorsque l'on passe dans ce plan de conscience incommensurable et oui, si euh, extraordinaire, peut-être que les éléments qui nous sont donnés pour comprendre correspondent à notre niveau aussi de certainement. compréhension. Et que, en réalité, ces personnes n'existent pas en tant que telles avec cette représentation de corps, mais qu'elles nous sont données à voir comme telles Comme pour ça, nous tout au permettre, début, tout au départ au moins. Mais je voilà, suis persuadée que je vous rencontre, par exemple, pour la première fois visuellement, là, comment, oui, Isabelle, mais si aujourd'hui ou demain l'une d'entre nous disparaît et qu'on se rencontre après, ça sera notre âme oui, qui se reconnaîtra. bien Et sûr, je saurai que c'est vous, vous saurez que c'est moi. oui, C'est simple comme ça, mais on ne peut pas l'expliquer. oui, oui, tout à fait, ouais, On peut absolument, pas oui. ouais. C'est extraordinaire. C'est des petits stages que l'on fait dans l'au-delà qui nous permettent d'expérimenter une autre vie, un autre niveau de conscience et puis de Oui, revenir en témoigner auprès ben, de ceux oui. qui ne les ont pas vécus, simplement pour aussi permettre de se poser des questions parce que ça pose question. Il n'y a pas de preuve pour l'instant, mais ça pose Non, question. il n'y a pas de preuve dans tout ce qu'on nous enseigne, si vous voulez, là sur la Terre, parce que c'est surtout un savoir intellectuel, académique qui est nécessaire, hein. De toute façon, ça permet aussi de trouver un équilibre, de ne pas trop dévier dans plein de choses Oui, qu'on ne pourrait pas là. C'est tout à fait nécessaire, mais c'est pas suffisant. Et je pense que dans les années à venir, on commence à se pencher sur le phénomène de la conscience, oui, hein, des scientifiques. Et merci à tous les docteurs et tous les scientifiques que j'ai rencontrés, hein, qui ont été des pionniers quand même, parce qu'ils ont risqué leur réputation, hein.
pour aller au-delà des sentiers battus. Bon, je ne dis pas de nom parce que j'en oublierai encore beaucoup en citant quelques-uns, vous voyez, mais ils se reconnaîtront et merci. Et je peux vous dire, franchement, du fond de mon cœur, bon, je suis une personne âgée, là, maintenant, vous voyez, bon, je peux vivre encore 5, 10 ans, quoique je ne le demande pas. Je peux mourir tout de suite ou demain, mais je suis contente. J'ai pu me rendre compte de l'évolution qu'il y a eu entre le moment où j'ai vécu cette expérience, le moment où j'en ai parlé, où c'était très frileux, où on nous prenait souvent en dérision, ceci, cela, et maintenant où il y a cette ouverture dans le milieu scientifique, quoi, médical. Et moi, j'ai ce tempérament que je vous ai dit tout à l'heure, où je suis quelqu'un de rationnel aussi, quelqu'un qui a besoin de comprendre aussi les choses, mais ce besoin de comprendre, peut-être parce que j'ai vécu l'expérience, ne m'empêche pas de m'ouvrir, si vous voulez, à cette conscience-là. Et mon bonheur dans la vie, je dis tout le temps, c'est de réunir ces deux grandes dames que sont la science et l'esprit. C'est pas antinomique, ça ne fait qu'un. C'est nous qu'on les sépare. Mais sur un autre plan, c'est comme la médecine. Il y a la médecine traditionnelle hein, qui soigne avec les médicaments, etc. Et Dieu merci, ils ont fait des progrès, mais on ne peut que dire merci. Et puis, il y a toutes ces médecines parallèles, homéopathique, acupuncture, ostéopathie, médecine vibratoire et tout ça. Mais tout ça, ça fait partie de la grande médecine. Oui. Et on va Ah, y arriver maintenant. oui, c'est sûr. Et si vous me permettez une réflexion tout à fait personnelle, je pourrais Oui, dire que jusqu'en 1985, effectivement, c'était la date oui, qu'on a donnée tout à l'heure, oui. ceux qui parlaient des expériences ou de l'au-delà pouvaient passer pour des sots ou des On est fous. passé, oui, oui, c'est sûr. Mais en 2023, étonnamment, même si nous n'avons pas de preuve de la Oui, réalité de ces expériences, oui, ceux qui les contestent euh, peuvent, et les renient, surtout ceux qui les oui, renient, oui, ce sont peut-être eux maintenant qui passent pour des sots. Parce que oui, les éléments que nous avons en faveur de quelque chose de tangible sont de plus en plus importants, que c'est risqué maintenant d'affirmer c'est vrai. que ça n'existe pas. C'est vrai. Et puis, bon, je me mets à la place des scientifiques, on leur a appris toute leur vie, puis ils ont quand même une intelligence qui fait que, bon, ben, c'est pas prouvé, etc. Je me mets à leur place. Mais quand même, maintenant, avec tous les moyens de communication qu'il y a, il suffit d'aller sur Internet ou de regarder les médias, la télé et tout. Moi, je connais personnellement 4 médecins qui ont vécu cette expérience. Oui. Je ne vais pas citer les noms, mais j'en connais 4. C'est 5, mais d'un seul coup, je ne me rappelle plus du cinquième, vous voyez. Je sais que j'en connais 5. Hein. Eh Mm. bien, ce ne sont pas des petits rigolos, vous savez. Pas du tout, hein. Oui, et Ben Alexander est le premier à avoir reconnu que c'était un fervent matérialiste, tout comme Jean-Jacques Charbonnier d'ailleurs, hein, qui Bien disait sûr. Le qu'il docteur était Bernard Sanson aussi, qui a vécu cette expérience et qui en parle. mm, Voilà, qui a vécu quelque chose de profond. Et oui, le docteur Eben Alexander, ou de l'autre côté, il a été accueilli par une sœur qu'il ne connaissait pas, une sœur biologique, dont il a découvert l'existence par une mère une mère biologique qui a retrouvé après d'ailleurs cette mm, expérience. Hein, cette sœur était décédée de 3 ans avant qu'il ait fait cette expérience, il ne la connaissait pas. Et quand sa maman l'invite, donc après les retrouvailles, il voit une photo, etc. C'était la dame qui l'avait accueilli, la mm, belle jeune femme qui l'avait accueilli de l'autre côté. ouais. Quand même, c'est gros, quoi. Hein. C'est énorme. Alors, je crois que les chiffres disent, alors évidemment, beaucoup peut-être de personnes ne témoignent pas avoir fait une expérience de mort imminente, mais Oui, des statistiques que nous avons en France, on est à oui, peu près 2,5 millions, 3 millions à avoir vécu une expérience de ce type. Donc, on n'est encore pas à la majorité hein, de la population, oui. mais petit à petit, ça se Je crois qu'il y diffuse. en a même Et beaucoup plus, oui, mais enfin, ah oui, c'est possible. oui, ah oui, 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 il y en a beaucoup, beaucoup plus. Mais c'est vrai que grâce comment, aux salles de réanimation, C'est vous voyez, ça, les exactement. moyens de réanimation, Ouais, bien, ben, ça sera de plus en plus, quoi, de personnes qui auront vécu ça. Je me voilà. pose même la question, ben, c'est parce que les églises se vident. Quand je ne parle pas seulement de ma religion, hein, n'est-ce pas? Je parle Oui, en général, tout ce qui est religieux, disons,
conventionnel, dogmatique, etc., que je respecte infiniment, mais ça se vide. Et les gens ont besoin d'une spiritualité maintenant, qui est au cœur de tout, mais qui transcende l'aspect institutionnel de toutes les religions ou philosophies. Et je suis persuadée que si c'est dans ce cœur-là, voilà, je me dis tout le Oui. temps, moi, ce que j'appelle ça la tradition, comme un arbre, la sève circule dans le tronc, dans les branches aussi. Les branches, ça peut être les religions, les traditions, mais la sève, c'est la sagesse, quoi, et l'amour. Mm. Et je pense que dans cette voie de sagesse, d'amour qui est au-delà de tout et au cœur de tout, euh, on se rejoint, on se Ouais. rejoint. Et on Alors, devrait peut-être enseigner ça. On devrait, c'est Frédéric Lenoir qui le dit si bien. Et j'aime beaucoup Frédéric Lenoir parce que pour moi, il allie la, l'intelligence et la spiritualité, hein. Et lui, il ouais. dit que on devrait, dans les écoles, dans les universités, on devrait réintroduire cette philosophie ouverte à la spiritualité. Alors là, vous touchez un point important pour l'association RD Supréniro parce que ça fait partie d'un axe de développement qui est un enseignement pédagogique pour les enfants à partir de l'âge de 7 ans, c'est-à-dire l'âge à partir duquel ils commencent à prendre conscience de l'irréversibilité Oui, de la mort. Donc d'enseigner à la fois les sources et les ressources pour prévenir le suicide, pour prévenir le mal-être, mais aussi s'interroger sur ces phénomènes de conscience et essayer d'aller plus loin. Parce que vous évoquez la spiritualité. De mon côté, j'essaie de rester attachée à quelque chose de plus, enfin pas de plus pragmatique, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense qu'avec la science va pouvoir nous amener. La science fait oui, le lit de la spiritualité et c'est par ce oui, oui, je chemin suis que d'accord. je souhaite Oui, passer. oui, Parce que voilà, la science cherche, la oui. science démontre. Il n'y a pas de preuve parce que cette expérience n'est pas reproductible, Mais c'est une base qui est nécessaire. qui est nécessaire. Alors, elle commence à être partagée, cette expérience, avec les Oui, expériences de mort imminente partagées. Donc là, c'est un tout début. Dans votre expérience aussi, il vous a été donné de rencontrer un être lumineux. Et vous avez également 45 secondes, hein, je le rappelle quand même, oui, s'il est besoin de le rappeler, vous avez une revue de vie avec toute la conscience des pensées à l'origine de vos actes. oui. Euh, mais voilà, vous avez vécu vos 26 années de vie Oui, c'est en ça, oui. 45 secondes et C'est vous ça. dites que ça vous a transformé. Totalement. Le cœur de mon expérience, c'est cette revue de là. C'est cette entrée dans la lumière, dans cet amour incroyable. Et c'est la revue de ma vie. Oui, à un certain moment, j'ai eu l'impression que c'est bizarre. C'est comme si l'univers se mettait à ma portée, sous la forme, je dirais, d'un être que notre cœur connaît. Parce que je dis ça parce que il ne s'est pas présenté. Il n'a pas dit je suis Bouddha, là, le Christ, etc. Non, mais je le sais. C'est tout. Il faut peut-être enlever Oui, les mots pour ne voir derrière que ce que représentent les mots, la conscience que c'est. Un mot, euh, un mot, si on veut, il revêt l'amour, la compassion, etc., etc. Si on enlève le prénom ou le nom, on est en totale symbiose avec la compassion, l'amour qui nous accueille. Voilà. C'est pour ça que je dis un être que notre cœur connaît. Il m'a demandé, comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait pour les autres? Et quand il m'a demandé ça, j'avais en même temps la vision, on me montrait toute l'humanité qui avait les bras tendus vers le ciel et qui implorait. Et je savais en moi-même que c'était les bras de tous les êtres qui souffraient sur la terre. Et c'était toute l'humanité. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais fait? À 26 ans, bon, ben, je n'étais pas meilleure ni plus méchante qu'une autre, quoi, tout simplement. À la limite, je n'avais même pas pris conscience de toute cette souffrance humaine, quoi. Voilà. Et là, je me rendais compte que je ne m'étais pas beaucoup investie dans ma vie. Je m'étais laissée vivre comme quand on est jeune, souvent comme ça, c'est tout. Et en sa présence, j'ai toute ma vie qui s'est défilée à l'envers. Pas de ma naissance à mes 26 ans, de mes 26 ans à ma naissance. Pourquoi? Je ne sais pas. Et je revoyais toutes les pensées, toutes les émotions qui se traduisaient en actes, mais tout ce qui était à la base de tous les actes que je faisais.
Et quand j'avais fait quelque chose de bien, eh bien, étant donné que de l'autre côté, on est soi et tout en même temps, ben, j'étais dans le cœur de la personne à qui j'avais fait du bien. Et c'est moi qui recevais ce que j'avais donné. Quand j'avais fait quelque chose qui avait apporté de la souffrance, ben, j'étais la personne à qui j'avais donné cette souffrance. C'est une sacrée leçon, ça de vie, une sacrée leçon. Et puis en même temps, euh, c'était comme si j'étais deux Nicole à la fois. Je dirais, pour plus de compréhension, la petite Nicole, voilà, qui se rend compte de tout ce qui a été sa vie, de ses manques, de ses besoins, des belles choses qu'elle a en elle, mais aussi bah, des manques et de tout ce qui est plus laid. Je prenais conscience de ça. Puis en même temps, j'étais l'autre Nicole qui, comment dire ça? On pourrait dire l'âme ou le soi ou la conscience, hein, le mot. J'étais ça qui était en train de me, non pas de juger, j'ai jamais eu le sentiment de juger, mais d'évaluer ma vie par rapport à ce qu'elle aurait dû être si j'avais toujours vécu ou agi en toute conscience et dans l'amour absolu. Et j'étais cette partie de moi qui était quelque part parfaite, hein, cette conscience absolue qui me regardait. Et là, pas moyen de tricher. Parce que ici sur la Terre, eh bien, on s'aime bien quelque part, on s'aime beaucoup, hein. Et même, je dis, même si on a entrepris un certain chemin spirituel, un travail de connaissance, de transformation, eh bien, malgré tout, on ne peut pas s'empêcher de se dire, ah oui, j'ai fait ça, mais c'est de sa faute, parce que s'il ne m'avait pas fait ça, je n'aurais pas répondu, etc. Voilà. On arrive toujours quelque part, plus ou moins, à se pardonner, quoi, voilà. Tandis que là, pas du tout. Là, il y avait pas de dureté, si vous voulez, vis-à-vis de moi-même. Mais et là, j'ai compris que dans l'amour, il y avait la justesse. Il y avait la justesse. J'emploie ce mot justesse-là, qui n'est pas forcément une justice, mais la justesse, parce que il y a des choses qui doivent être droites, il y a des choses qui sont des lois quand même, hein, voilà. Et donc, j'ai compris ça. Et j'étais capable de voir ce qui n'allait pas en moi, ce qui n'allait pas autour de moi, ce que j'avais à redresser, ce que j'avais à accomplir, ce que j'avais à donner. Enfin, voilà, tous les manques et des besoins, tout ce qui n'a pas été compris, comblé. Voilà, c'était pas une punition, c'était une conscience qui s'éveillait. On Et est ça, loin j'ai trouvé ça. de l'amour béatitude que l'on peut, que les détracteurs peuvent évoquer, comme on disait tout à l'heure, parce que cette plénitude-là, en fait, cette Oui, sérénité, elle viendrait d'une conscience de soi et de sa responsabilité à être soi. exactement. On découvre dans l'expérience, c'est ce qui est magnifique, on découvre qu'on n'est pas qu'un corps, hein, d'atomes, de molécules, etc. On découvre qu'on est de l'énergie, de la conscience. Et que c'est cette conscience-là qui est notre véritable nature, notre véritable être. Et après, en découvrant qu'on est ça, c'est quelque chose de formidable parce que, bon, à part cet être-là, euh, en présence duquel j'ai revu toute ma vie, j'ai vu aussi un être qui est venu vers moi et je ne pouvais même pas dire si c'était un homme ou une femme, parce que j'avais l'impression qu'ils pouvaient être les deux en même temps et dégager aussi bien de l'énergie masculine que féminine. Et là, je lui ai tendu les bras. Je lui ai dit, je veux me marier avec toi. Et en même temps, je comprenais que cet être-là, c'était moi. C'était l'absolu de moi, la plénitude de moi, ce qu'on pourrait dire la perfection de soi, sur les plans les plus sublimes. Et j'ai envie de dire à tout le monde, hein, si vous saviez l'être magnifique et merveilleux qu'on est. Et quelquefois, en discutant avec des prêtres, j'aimais beaucoup le père François Brune, mais j'aime beaucoup le père André-Marie, d'autres prêtres qui ont cette largesse aussi, cette envergure spirituelle et qui comprennent bien ce que je dis. C'est pas du tout contre l'Église, au contraire. Mais je dis, mon Dieu, quel dommage de dire tout le temps à un enfant, eh bien, le péché mortel, le péché véniel, le péché mortel, tu vas aller en enfer, etc., etc. Si on pouvait dire aux enfants, si tu savais le trésor qui est en toi, au-delà de toi, mais en toi, tu es une partie de ça. Accroche-toi à ton étoile, je veux dire par là, à ce qu'il y a de plus grand, de plus beau en toi,
parce que cette force intérieure te permettrait eh bien, de traverser toutes les épreuves de la vie. Ouais. Et c'est ça pour moi qui est important. C'est ça aussi qui, vous voyez comment Isabelle, à dire à tous les enfants qui vont traverser des épreuves, qui ne vont pas voir la fin du tunnel, hein, qui ne savent pas qu'il y a la lumière autour, au bout, qui ne savent pas que la vie, c'est un perpétuel mouvement, que ils traversent une épreuve maintenant, mais que ça sera fini demain. Dès qu'il faut découvrir la chose la plus importante qui nous est demandée sur Terre, je l'ai compris, découvrir qui on est. On s'identifie tellement à à nos yeux, à notre corps terrestre, à nos pensées, à nos sentiments, à notre ego. Hein. On pense que c'est ça, quoi. Mais on n'est pas ça. Mm. Avec beaucoup de douceur pour le petit être humain que je suis et d'autres. On peut considérer qu'on est dans une classe de maternelle, Oui, qu'on a de belles perspectives d'avenir. Certains ont déjà la notion de ce qu'ils veulent faire quand ils seront accomplis, mais qu'il y a quand oui, même des étapes de progression et qui ne correspondent qu'à l'étape de progression de notre cerveau. C'est-à-dire qu'un bien sûr, enfant de 7 ans ne peut comprendre que des choses de son âge. bien sûr. Voilà, il peut arriver que des enfants très jeunes soient déjà dans des classes de faculté, mais Oui, c'est plutôt rare, oui. il y a un temps, voilà, c'est plutôt rare, il y a un temps Oui, pour tout. oui. Dire que l'on n'est pas encore ne veut pas dire qu'on on ne va pas y parvenir. Et On voilà, est tous en devenir. c'est On est ça. tous en devenir. Et cette expérience-là, quelquefois, mon mari me dit, mais pour toi, tout le monde, ma mère me disait ça, pour toi, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Non, non, je vois les êtres tels qu'ils sont, mais je vous assure, Ouais, avec une lucidité et même peut-être avec une perception, quoi, ça vient. Je vois les êtres tels qu'ils sont. Mais je ne vais pas figer une personne qui a fait ouais. un acte que que je ne comprends pas, à la limite, voilà, je ne vais pas le figer pour l'éternité dans cet acte-là. Je sais que ce n'est qu'une expérience, qu'une épreuve et qu'il va évoluer après. Oui, c'est en ça que je parlais de tendresse émanante de vous, Oui, c'est justement cet accueil que vous avez de l'autre, parce que moi je vous suis depuis de nombreuses années hein, en conférence et sur des vidéos et vos ouvrages, et je vois cette ouverture du cœur et cet accueil des personnes sans rien filtrer. Et quand vous dites qu'il vous a été demandé en haut comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres, la réponse pour moi enfin, me semble évidente. comment as-tu fait? C'est une question qui m'accompagnera jusqu'à mon dernier souffle. Mm, Comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres? Et plus j'y pense, plus elle s'approfondit. Finalement, c'est un peu comme Emerson. Comment as-tu fait grandir la vie en toi et mm, en tout ce qui t'entoure? Comment t'es-tu libéré de toutes tes entraves, conscientes ou inconscientes, et aider peut-être l'autre à s'éveiller de la même manière, quoi. mm. C'est, eh oui, c'est tout un chemin. Les Partir choses. définitivement ou revenir? Un dilemme. Quand on est aussi bien dans un état Oui. comme tel que vous le décrivez, qu'est-ce qui pousse à y rester? Qu'est-ce qui pousse à revenir? On n'a pas envie de revenir. Moi, je sais que la question m'a été posée. Veux-tu rester de l'autre côté ou revenir? Alors, ça peut paraître évidemment monstrueux à toutes les personnes qui pensent comme ça. J'avais un mari que j'aimais profondément, que j'aime encore profondément, puisqu'on est tout le temps, on est encore ensemble, on a encore cette chance-là. Et j'avais deux petits-enfants en bas âge. Eh bien, j'avais pas envie de revenir. Ça, tout dépend sur quel, ah, sur quel pas de l'échelle. Voilà. Si je me trouvais tout en haut de l'échelle, eh bien, j'étais capable de faire le grand lâcher-prise, disons, de remettre mes enfants, mon mari dans les bras de la providence divine, en sachant que tout irait bien pour eux, parce que, eh bien, dans cet état absolu, quoi, j'étais moi, j'étais tout, tout était en moi. J'avais pas de différence entre mon mari et mes enfants, si vous voulez. Je n'aurais abandonné personne, puisqu'ils étaient en moi. Mais c'est bizarre parce que je ne comprends pas comment ça se fait. J'avais aussi cette faculté de,
d'être dans cette dimension, hein, une dimension bien plus grande que celle sur la Terre, et disons, de redescendre dans l'échelle des vibrations et de me retrouver dans ma conscience terrestre. Et là, dans ma conscience terrestre, je ne voulais pas que mes enfants soient orphelins, je ne voulais pas qu'ils souffrent de l'absence de leur maman. Je ne voulais pas non plus qu'ils tendent les bras à une autre maman que moi. Voilà. Je voulais que mon mari soit heureux, surtout pas dans les bras d'une autre femme. Oui, je suis honnête, c'est vrai. Et Oui. puis, et puis on m'a dit que je reviendrais parce qu'il le fallait. Alors, est-ce que c'est mon incapacité à, à accepter ce grand lâcher-prise, peut-être? Ou est-ce qu'il y avait une autre raison? J'en sais rien. On m'a dit que lorsque je reviendrai, si j'avais accepté de rester de l'autre côté, j'aurais toujours pu être dans le cœur de mes enfants. Mhm. Bon, bien des années après, je suis invitée à témoigner en Belgique. Un monsieur me fait une très belle lettre à la suite de ça. Je lui ai demandé si je pouvais en parler. Il m'a dit oui. Il me dit, vous voyez, Madame Dron, quand vous parliez, que vous auriez toujours pu être dans le cœur de vos enfants, moi j'étais au fond de la salle et je pleurais. J'ai perdu récemment mon épouse. J'ai encore une petite fille de 11 ans en charge. Et quand sa maman allait dans les hôpitaux, elle faisait souvent des stages dans les hôpitaux, quand elle revenait, ma petite fille, la nuit, elle venait faire un gros câlin quoi, dans les bras de sa maman parce qu'elle sentait qu'un jour, maman ne serait plus là. Puis un jour, maman est partie. Et il dit, un mois après, j'ai demandé à ma petite fille, mais je ne te comprends pas. Maman n'est plus là? Tu ne pleures pas après maman? Tu ne t'ennuies pas après maman? Et la petite fille de dire non, je ne m'ennuie pas après maman parce que je suis remplie de maman. Oui, Alors évidemment, moi je l'ai compris à 1000%, quoi. bien Et ce sûr. monsieur-là, il l'a compris aussi. Et pour lui, c'était... Si vous me permettez de vous interrompre sur ce Oui, sujet-là, c'est un sujet très important. Vous avez dit tout à l'heure, quand vous étiez dans l'expérience de mort imminente, vous avez navigué en vibration, vous avez oui, monté enfin, on pourrait oui, le on décrire peut comme ça, traduire comme ça, oui. monter ou descendre en vibration. Quand vous étiez très haut, vous aviez l'impression de cette vacuité, puis de cet amour permanent, Oui, inconditionnel, et que vous aviez absorbé en vous. Et en redescendant, vous avez connu cette dualité, etc. Ce que je trouve intéressant de dire, c'est de parler des expériences aussi de témoignages de personnes endeuillées qui oui, reçoivent ce qu'on appelle des vécus subjectifs de contact avec un défunt. Donc, c'est sentir oui, le parfum, par exemple, de la oui, personne, le proche défunt disparu, ou sentir une caresse. Ou... Il y a d'autres oui, témoignages de ce type. Et Christophe Fauré avait expliqué, et j'avais trouvé ça très intéressant, que ça peut aider au processus du deuil parce que on ne fait réellement jamais son deuil, je pense, hein, oui, de personnes. Mais à partir du moment où on arrive à intégrer en oui, soi cet autre, en fait, le lien, à partir du moment où on arrive à intégrer le lien qu'on avait avec, on peut recommencer, pas recommencer, on peut continuer sa vie, en fait, avec c'est cet vrai. apaisement. Alors, la douleur est toujours là, mais il y a moins cette sensation d'absence. C'est ce que vous décrivez quand vous étiez de l'autre côté, puisque vos enfants, ils étaient en vous, votre époux aussi, Oui, mais vous avez décidé de revenir. Alors moi, je vais dire entre parenthèses comme ça pour vous taquiner, mais oui. si vous n'étiez pas là pour témoigner, qui le ferait pour Bon, nous dire, il y en a beaucoup d'autres, hein. mais oui, mais il en faut beaucoup. La preuve que ça suffit pas. Il en faut beaucoup. C'est la multiplication des témoignages qui va Oui, c'est rendre le vrai. phénomène Oui, crédible. oui, oui, Donc ça, c'était déjà une bonne oui, raison. oui. Mais Mais moi, je suis persuadée, bien sûr, scientifiquement, je comprends la prudence des scientifiques. Tant qu'on ne peut pas démontrer, il faut être prudent. Moi, je ne suis pas dans cette démarche-là, parce que, étant donné que j'ai vécu, je sais très bien qu'on peut envoyer des signes quand on est de l'autre côté à ceux qui restent sur la Terre. Tout est une question de vibration. On peut envoyer des signes. J'en ai eu la preuve par moi-même. Quand mon frère, malheureusement, j'ai un de mes frères qui a mis fin à ses jours, hein, et bien donc, eh bien, pendant 3 ans, jusqu'au moment où mon père lui-même s'est éteint, j'avais des manifestations dans les lampes.
Voilà, j'avais ça, quoi. Maman, elle-même, elle a vu un oiseau qui ressemblait à un rouge-gorge qui s'est mis sur le rebord de la fenêtre. Et pourtant, ma mère, elle est très les pieds sur terre. Elle m'a dit, ma fille, tu ne peux pas savoir, il chantait divinement, Mm. divinement. Elle Mm. dit, j'ai jamais. Mais il y a aussi des. Moi, à mon père, j'ai toutes les lampes de la maison qui ont pété, vous voyez. Et chez mon frère, c'est pareil. On pourrait dire, bon, ça se passe dans ma tête ou j'ai peut-être une force en moi qui fait ceci ou cela. Bien sûr, Mais oui, on peut. voilà, bien sûr. Mais chez mon frère, pareil. Donc, je suis persuadée qu'il existe encore des. On est tous, on est on est des êtres vibratoires. Voilà. Mm. Et la conscience peut faire beaucoup de choses aussi. Mais soyons prudents, je reconnais. Voilà, il faut pouvoir démontrer ça aussi. La lecture de vos livres, Nicole, révèle une profondeur, une sagesse, une intelligence fine. Votre amie a-t-elle influencé votre vision de la vie? Totalement. À 360 degrés. Totalement. Mais j'ai mis longtemps à en parler parce que le décalage était tellement énorme que je comprenais que personne ne pouvait, à ce moment-là, du moins, je m'imaginais que personne ne pouvait comprendre. Et c'est vrai que je n'avais pas autour de moi des êtres que je dirais maintenant comme des sages, hein, des êtres qui ont vécu. Parce que cette expérience, on la classifie d'EMI, mais c'est avant tout une expérience spirituelle, quelque part. On peut vivre une telle expérience sans mourir pour autant. Oui. Voilà. Donc, et bon, si autour de soi, on n'en a jamais entendu parler et qu'on ne connaît personne, eh bien, on reste très prudent. Moi, j'ai eu très envie, lorsque j'ai vécu cette expérience, que je me suis réveillée, j'ai été 2 jours dans une douleur extrême, donc je n'arrivais même pas à en parler. Mais quand ça a été mieux, j'ai eu très envie de dire au chirurgien, au docteur, écoutez, j'ai vécu ça. Est-ce que vous avez déjà entendu chez vos patients le même récit, etc. Mais je prenais conscience que je n'étais pas partie de l'autre côté avec un appareil photo. Comment voulez-vous, du moins je m'imaginais ça, comment voulez-vous qu'on en tienne compte, quoi. Plus tard, quand j'en ai parlé à mon mari, il m'a dit, tu as bien fait de ne rien dire, parce que même moi, à l'époque, qui n'en avait jamais entendu parler, si le médecin m'avait dit, ben, vous savez, ne faites pas attention, c'est un choc opératoire, dans quelques jours, tout ira mieux. Oui, mais si dans quelques jours, ça n'avait pas été mieux. Hein, Mhm. moi, j'ai beaucoup parlé avec le père François Brune, que je respecte infiniment. Il a rencontré beaucoup d'autres personnes qui ont vécu cette expérience. Il y en a qui ont été psychiatrisées parce Oui. qu'à l'époque, on ne comprenait pas. C'était des hallucinations, des phénomènes troublants, mais que la science ne comprenait pas. Et moi, peut-être que j'ai eu un instinct de conservation qui a fait que je me suis protégée. Puis après, évidemment, eh bien, même les émissions que je regardais à la télé, quand il y avait beaucoup de violence, c'était en décalage complet avec l'harmonie que j'avais connue, vous Mm. voyez. Hein. Mm. Et plein de choses comme ça. Ça m'était difficile d'en parler. J'en ai parlé 10, 11 ans après à mon mari et à maman. Et je sais que maman m'a dit, mais comment tu as fait, ma fille, pour ne pas te confier comme ça? Je suis ta mère, tu sais bien que je te crois, moi. J'ai dit, oui, maman, je le sais. Et même avec mon mari, c'est pareil. Mais imagine que tu aies une seule parole de doute. Ouais. Pour moi, c'était fini, quoi. Et je me suis rendu compte que au départ, je disais en moi-même, je me disais, c'est la faute des autres si moi, j'en parle pas. Oui. C'est la Après faute tout. des autres, c'est parce que c'est pas que que je disais qu'ils étaient sots ou pas intelligents, pas du tout. Mais ils n'avaient pas vécu l'expérience, ils ne peuvent pas comprendre, quoi. Bien sûr. Et Oui. puis après, je me suis rendu compte que, eh bien, je ne pouvais plus continuer à me renier comme ça. Quelque part, je reniais une partie en moi qui changeait profondément pour être dans la norme, pour être comme les autres, pour finalement conserver l'amour de tous les êtres qui étaient autour de moi. Mais je vivais ça tellement mal, même si personne ne s'en est aperçu, que je me disais, je peux en mourir quelque part. On peut mourir de se renier. Et puis un jour, non, voilà, je n'ai pas pu continuer comme ça.
j'ai commencé à parler de cette expérience, mais à dose homéopathique, vous savez. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure aussi, j'ai appris à doser ce qu'il fallait dire ou pas, suivant Ouais, ce que je ressentais de l'ouverture de la personne. ouais, ouais. Mhm. Voilà. Et je me suis rendu compte que finalement, quand j'en parlais, eh bien, il y a des êtres, bien sûr, qui détournaient la conversation, c'est normal, mais il y en a d'autres aussi qui étaient intéressés. Et je me suis rendu compte que c'était pas à cause des autres, c'était à cause de moi. C'est moi qui avais peur du regard qu'on allait avoir sur moi. Et Oui, quand alors effectivement, il peut y avoir un travail sur vous qui a oui, été fait par rapport à cette reconnaissance de vous-même euh, mais la chose indéniable, c'est que le niveau de connaissance en règle générale n'est pas très haut sur ces oui, expériences-là et qu'il est normal que qu'on soit prudent et ah oui, oui, que oui, oui, l'on avance à petits pas. j'ai bien fait quelque part d'être prudente à l'époque où j'ai vécu cette expérience. J'ai bien fait. Et puis, tout en allant, mon, mon désir de partager, c'est ça qui était, c'était plus fort que moi. Il y a des personnes, combien de personnes qui me disent encore maintenant, ah, quel courage vous avez, Madame Dron, d'avoir vécu, enfin, d'avoir témoigné, etc., à une période où c'était risqué quelque part. Mais non, non, Isabelle, je n'ai aucun courage. Je n'ai eu aucun courage. Je ne pouvais pas faire autrement. Mhm. Ouais. Je ne pouvais pas faire autrement sans me renier quelque part. Voilà, être moi-même. Bon, comment dire ça? Peut-être que maintenant, j'ai assez intégré cette expérience en moi, parce que on n'a jamais fini. Pour justement, elle est devenue moi-même. Et Et c'est ça, quoi. C'est ça que je partage, c'est ce que je suis devenue moi-même. Donc, je n'ai aucun mérite à ça. Savoir à l'avance préserve-t-il de vivre des expériences douloureuses? Ah non, cette expérience, beaucoup de gens me disent, oh là là, avec une telle expérience, Madame Dron, devez avoir un chemin balisé de pétales de rose, hein. Mais non, pas du tout, hein. Peut-être que même c'est... Non, ça n'épargne rien parce que on est venu soi-même sur la terre pour dépasser certaines choses à l'intérieur, pour grandir, voilà, pour se fortifier, etc. Donc, on n'est pas épargné. Mais peut-être que ça m'a permis, par exemple, lorsque je me suis réveillée, on me disait que un de mes frères, qui avait 19 ans à l'époque, hein, et je le voyais plus tard mettre fin volontairement à ses jours. C'est horrible, hein, de se réveiller avec ça. C'est horrible. Et en moi-même, j'ai une partie qui a nié cette expérience. Je me suis dit, si d'abord, j'ai dit, je vous en supplie, Seigneur, pas ça, pas ça. Puis après, j'avais quelque chose qui niait cette expérience. Je me suis dit, si on me l'a indiqué, c'est peut-être parce que si un jour mon frère traverse une grave épreuve dans sa vie, eh bien, en sachant ça, on pourra peut-être l'aider et, et qu'il n'arrive pas à cette extrémité-là. Oui, mais ça, voilà. On a, mon frère était à 19 ans, donc c'était quelqu'un de brillant au point de vue intelligence, etc. Il s'est retrouvé ingénieur en informatique. Il a traversé une grave crise conjugale et en même temps, comment, son travail, son entreprise s'est arrêtée pour différentes choses. Mais enfin bref, il s'est retrouvé demandeur d'emploi. C'était très, très, très difficile. Et la crise conjugale aussi. Et à un certain moment, il faut dire aussi que c'est très important, une névrose qu'il a faite aussi vers l'âge de 19-20 ans, donc qui suscitait finalement un mal-être quelque part, hein. Donc tout ça ensemble, ça a créé justement ce mal-être qui l'a incité à mettre fin à ses jours. Et je n'ai pu rien faire. Et en plus, je n'ai jamais pu dire à mes parents ce qui m'avait été montré. Si j'avais dit à papa puis maman, de l'autre côté, on m'a montré que Michel, à un certain moment, nous quitterait volontairement. C'était atroce. Je ne pouvais pas faire ça à mes parents. Donc, j'ai conservé ça pour moi. Et c'est pas tout à fait facile, vous savez. Parce que quand il y avait une réunion familiale, qu'on était en train
de déjeuner tous ensemble, etc., que je voyais tout le monde rire, hein. Et ah oui, je les voyais tous rire comme ça. J'étais contente pour eux. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser pourvu que ça n'arrive pas. Vous voyez? Et oui, quand mon frère, donc, il a traversé cette grave crise, il habitait Paris. Je me rappelle que tous les jours, pendant 6 mois, il me téléphonait pour me raconter qu'il ne pouvait pas voir son enfant, voilà, enfin bref. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que, voilà. Mais il a traversé des choses très difficiles. Ils l'ont mis à genoux. Et mon mari et moi, on était là, qu'on le portait à bout de bras, quoi. On le portait à bout de bras. Mais on n'a pas pu empêcher. Ouais. Ça ne dépend pas seulement de nous, vous savez. Ça dépend aussi de ce que lui, peut-être qu'une seconde plus tard, il n'aurait pas fait ce geste-là. On ne peut pas dire. Oui. On ne peut pas dire, hein. Mais ça dépend aussi de, comment dire ça? Plus tard, il m'est arrivé d'aller témoigner dans des associations spirituelles ou simplement d'aide aux familles en deuil. Et quelquefois, c'est arrivé où l'association avait invité quelqu'un de sensitif, qu'on dirait médium si on veut. Mhm. Je suis toujours très prudente envers ça, mais ça existe, donc il faut l'étudier. Et donc, une fois, eh bien, je me suis retrouvée, j'avais la possibilité de rester dans cette salle, il faisait froid en hiver, ou d'aller en gare du Nord me geler pendant 2 heures pour attendre mon train. Donc, je suis restée. Un monsieur est arrivé. Il n'avait pas entendu mon expérience, et d'ailleurs, je n'avais pas parlé de ça. Et il m'a dit que mon frère était là. Il m'a signalé un être qui l'a complètement décrit en me disant, il me dit, il vous demande à vos parents de demander pardon, et particulièrement à votre mère, parce que c'est elle qui l'a porté, etc. Il n'a pas voulu se suicider, il n'a pas voulu mettre fin à ses jours, il n'a pas voulu nous quitter, il a voulu simplement arrêter ses souffrances. Oui. Il y a une différence entre tout ça. Oui, et d'ailleurs, ce que vous évoquez, les psychiatres qui sont en charge justement des suicidants, témoignent de ça, c'est-à-dire que le plus souvent, les personnes ne veulent pas mettre fin à leur jour, ils veulent simplement vivre autrement, ils veulent Voilà, faire cesser une souffrance, voilà. effectivement. Et Et, moi, ouais. oui, non, je vous écoute. Et donc, vous avez eu, vous, cet accompagnement auprès de lui en sachant que Oui, l'événement pouvait se manifester, vous l'avez accompagné au mieux. Et oui, à un moment donné, dans votre livre, vous dites, dans le livre que je recommande à tout le monde, je ne sais pas si on le voit bien, mais je mettrai là, oui, et ainsi que entendu. 45 secondes d'éternité, vous racontez que il aura, immédiatement après son geste, il aura conscience Oui, de ce qu'il a fait et du regret de l'avoir fait. Et oui, est-ce oui, que vous pouvez nous en parler? ah oui, absolument. Moi, je suis bon, par rapport à l'expérience que j'ai vécue, je ne peux parler que par rapport à moi, évidemment. Bien sûr. On est accueilli dans la lumière, on est accueilli dans l'amour. Toutes les écailles nous tombent des yeux. On comprend qui on est, on comprend même le ou les problèmes psychologiques de base qui sont à l'origine aussi de tout ça, aussi, hein. Mhm, Et mhm. donc, il nous est donné une force, etc. On comprend tout ça. Et c'était pour dire quoi, excusez-moi. L'accompagnement, le fait que Oui, de suite, immédiatement après son geste, une fois qu'il est passé de oui, l'autre côté, il a pris conscience. voilà, on est dans la lumière, on prend conscience de tout ça. Et on prend conscience surtout, eh bien, que on a tout en nous, on a cette force intérieure, on a cette lumière intérieure qui nous permettrait, eh bien, de ne pas en arriver à des gestes extrêmes comme ça. Et Mhm, c'est justement par ce, ce chemin de connaissance de soi qu'on peut réussir à retrouver une harmonie en soi, une paix qui nous conduise au-delà de toutes les épreuves de la vie qui sont difficiles. Et ça, je suis certaine que mon frère, eh bien, après, et c'est certainement qu'après, il s'est trouvé dans une confusion, etc. C'est un peu normal. Il s'est retrouvé dans cette lumière. Il a compris le sens et le but de sa vie. Ça, j'en suis certaine. Il a surtout compris les problèmes psychologiques, etc., qui étaient peut-être à la base aussi de tout ça. Et je sais que quand il reviendra, ce serait avec l'enrichissement
qu'il Oui. aura compris entre deux vies, qui lui donnera certainement une force plus grande pour s'il a des choses qui sont à peu près pareilles voilà, à revivre, parce que ça correspond aussi à des choses qu'on doit certainement apprendre sur la Terre. Si on doit développer, par exemple, le courage, si on doit développer, je ne sais pas, une certaine force intérieure, bien, on a quelquefois des épreuves qui sont à la mesure de ce qu'on doit développer aussi en soi. Et donc, en faisant ce travail sans être obligé par les circonstances à le faire volontairement, mais à le faire comme ça, en chemin de connaissance de soi, eh ben, on évite des pleurs, quoi. Ce qui m'a beaucoup touchée dans votre livre, c'est que dans l'expérience que vous avez vécue dans l'au-delà, vous avez eu, j'appelle l'au-delà parce que Oui, 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 on ne voilà, peut pas c'est dire, oui, représentatif. Je sais oui, pas comment l'appeler autrement. Vous avez eu l'information du passage à l'acte de votre frère, mais il vous a été dit qu'il y aurait un laps de temps où il va réaliser son geste, il aura le temps de, 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 de se remettre oui, de ses émotions. Et vous avez appris, lorsque c'est arrivé, en fait, qu'il n'est pas mort oui, de suite et que le temps qu'on vous avait donné, durant lequel il allait pouvoir prendre conscience oui, de sa vie, en fait, oui, ça correspondait au temps où il a commis le geste oui. et le moment où il est réellement décédé. Ah oui, ça correspond ça. Je ne sais pas si je peux en parler dans ce cadre-là, mais ça correspond pour moi à une rencontre importante que j'ai faite. J'avais rencontré un monsieur par le plus grand des hasards, mais je sais que le hasard n'existe pas. J'avais rencontré donc un monsieur qui était médecin et qui faisait son service militaire dans l'hôpital de ma ville. Donc, par l'intermédiaire d'une amie qui était standardiste donc à l'hôpital, ils avaient parlé de sujets tels que les NDE, etc. Il avait émis le désir de me rencontrer. Donc, j'avais rencontré ce monsieur-là 5 fois de suite, euh, une fois par mois. Et puis, la troisième fois que je l'ai vu, il m'a dit, Nicole, tu as pensé 3 fois à moi dans le mois. J'ai dit oui. Je ne me rappelle plus les 2 premières fois pourquoi, mais c'est vrai que je l'avais sollicité. Et la troisième fois, c'était, je lui avais demandé parce que je m'étais rendu compte de la profondeur de cet être-là. Et je me suis dit, s'il est celui que je pense, c'est-à-dire pour moi, quelqu'un qui voit peut-être dans les âmes ou dans l'avenir, etc., je lui avais demandé de guérir mon frère parce que je m'étais rendu compte, il faisait une dépression nerveuse et que sa dépression s'accentuait. Je lui avais demandé de guérir mon frère. Quand je l'ai vu, il m'a dit, tu sais, Nicole, tu as mal, tu as mal posé ta troisième question. Je dis, ah bon? Tu m'as demandé, n'est-ce pas, de guérir ton frère? Je dis oui. Eh bien, Nicole, il me dit, pourquoi veux-tu que lui soit ôté ce pourquoi il est venu sur la terre? Demande plutôt que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Vous voyez, Isabelle, cette phrase, elle est inscrite au fer rouge en moi, tellement j'ai senti que c'est important. Il m'a dit, je ne suis pas la palisse, mais je vais te faire une lapalissade. Il me dit, un quart d'heure avant de mourir, ton frère verra la grande lumière et à ce moment-là, il se réconciliera avec sa vie. Et quand nous sommes allés donc à l'hôtel de police à Paris, où on était tout le monde réuni, et j'ai vu un monsieur que je ne connaissais pas, c'était lui mon frère malheureusement s'est tiré une balle dans les toilettes d'un grand bar parisien. Ce monsieur-là, je ne connaissais pas. Et c'est bizarre, on était garés justement proches, on ne savait même pas que... Enfin bref. Et quand je l'ai vu rentrer dans ce grand café, quoi, eh bien, j'ai prétexté d'avoir envie d'aller aux toilettes. Puis je me suis approchée de ce monsieur-là et je lui ai dit, est-ce que vous étiez venu à l'hôtel de police pour mon frère Michel? Il m'a dit oui. Je dis, comment que ça s'est arrivé? Alors il m'a dit, vous voyez, il était là, il était sur la table, il a laissé un petit mot en s'excusant de tous les désagréments que, qui- que son geste allait faire. Et puis, il a été dans les toilettes et c'est là que ça s'est passé. Et c'était pour dire quoi ça? Je ne me rappelle plus. Par rapport au fait il a repris conscience de sa Voilà, vie. voilà, ah, et voilà, merci. Et je lui ai dit, mais est-ce qu'il est décédé tout de suite?
puisque ça s'était passé donc au bar. Il m'a dit non, il est décédé un quart d'heure après. Et là, j'ai pensé à cet être qui m'avait dit que, hein. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, il s'est réconcilié avec sa vie. Et un suicide, c'est quelque chose de terrible. Mes parents aimaient tous leurs enfants. Ils les aimaient profondément. Mon frère était déjà marié depuis très longtemps. Il avait sa vie à Paris. Ça n'empêche pas que mes parents se sont dit, et tout le monde dans la famille, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas senti? Voilà, on essaie tout le monde de se trouver coupable, quoi. Hein. Et puis, ben non, c'est comme ça, c'est un suicide, ça perturbe tout le monde. Et je pense que c'est bien de savoir qu'on continue de vivre. Moi, je sais que ce que j'ai essayé après, c'est de dire, oh là là, pour en arriver à un tel geste, dans quel état de confusion tu devais être. Et je me suis dit, je vais essayer de faire un nid d'amour de mon cœur à moi. Pour qu'en entendant, parce que toute la famille, c'est, ah mon Dieu, c'est terrible, comment tu puisses te venir dans mon cœur pour te reposer. Et plus tard, il m'a été dit que mon frère me remerciait, hein, d'avoir fait ça. Hein, parce que, et de toutes les prières que j'ai faites pour lui, et quand on dit prière, ça peut simplement être des pensées d'amour, tout simplement, hein, bien sûr. Parce que ces prières-là ont été son oxygène pendant un certain moment. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure très justement que c'est un drame dans les familles. Les statistiques Oui, en suicidologie disent que un suicide impacte directement ou indirectement 27 personnes. ça m'étonne pas. Ben oui, bien sûr. Mais toute la famille y passe, évidemment. Ouais, La ouais, famille y passe. ouais. Mais je sais que, comme je disais, bon, cette lumière, etc. Mais au bout de 3 semaines, un mois, je ne sortais plus. J'étais pendant un mois sans sortir parce que j'étais devenue une fontaine. Mes larmes, ça coulait partout, quoi. Voilà, ça se pointait partout. Et puis, au bout de 3 semaines, un mois, je ne sais plus exactement, je prends une revue médicale que je lis. Et à ce moment-là, je ne pense pas à mon frère. Et à ce moment-là, j'ai une vision, j'ai un flash, où c'est très rare, mais ça m'est arrivé, où je vois mon frère monter dans une voiture, ouvrir la fenêtre et me faire un grand signe pour me dire au revoir. Et j'ai su que ça allait bien pour lui. Ce qui est touchant, c'est que ces signes qui sont reçus de façon comme ça immatérielle, la personne Oui, qui les vit, ça provoque chez elle une paix, une sérénité et la absolument. certitude. Et comme vous disiez tout à l'heure, on aurait pu me dire que c'était pas vrai. Pour moi, je l'ai Bah oui, vécu bah bien et sûr, bien sûr. ouais, Moi, je le vois encore qu'il faisait ça, quoi. Je le vois encore. Alors, je suis persuadée. Évidemment, les religions nous disent, et c'est peut-être aussi pour faire peur, pour éviter que les gens se suicident. Et je suis complètement d'accord, hein, mais que les personnes. J'ai été élevée dans la religion catholique. Après, on a du mal à se défaire de les personnes vont en enfer. mm, Même si j'ai vécu cette expérience d'amour, etc., moi, je sais très bien qu'on est accueilli par l'amour. Et l'amour de Dieu, quelque part, c'est un amour qui ne peut pas ne pas, il ne peut pas ne pas aimer, quoi. Voilà. Mais c'est un bien sûr. amour qui construit, qui nous rétablit, etc. Bon, voilà. Et je sais aussi que c'est comment notre vie est sacrée, quelque part. Je ne vais pas dire qu'il faut se suicider. Loin de là, notre vie est sacrée. Hein, on est venu pour accomplir quelque chose. On est venu pour grandir dans l'amour, dans la sagesse, pour apprendre qui on est, pour donner des choses à l'humanité, recevoir et donner. Donc, c'est extrêmement important, vous voyez. Donc, mais je m'insurge aussi contre contre une façon d'être qui va dire, ah ben, il s'est suicidé, paf, voilà, je dis pas griller en enfer, mais quelque chose comme ça, c'est trop facile. De l'autre côté, je suis sûre que la personne après regrette son geste parce que elle voit toutes les implications qu'il y a eu après, hein. Mm, Mais on ne peut pas limiter une personne à un geste. ouais. Et en Après, plus, on ne sait pas qui, on ne sait pas. oui, Chaque suicide, c'est différent, hein. oui. Et je suis après persuadée qu'elle se retrouve sur le même niveau de conscience qu'elle avait intérieurement avant, quoi.
quoi. bien sûr. C'est pas pour autant que je dis qu'il faut, loin de là. Mais Oui. je m'insurge contre une pensée trop hâtive de personnes qui ne savent pas quoi. Oui. Après, on peut difficilement accabler les citoyens, puisque Oui, le suicide était condamné bien sûr, légalement. bien sûr. Donc, les suicidés étaient recondamnés à mort. Donc, je vais passer les détails de ce qu'on Oui, leur oui, oui, faisait. oui, Mais au Moyen Âge, c'était des biens qui appartenaient en fait à un domaine. Et donc, en oui, tant que tel, eh ben, on n'avait pas le droit de sauter la vie parce qu'on enlevait un peu de la richesse au domaine. Les biens étaient confisqués. ah, je ne Et savais pas donc, ça. ouais, Oui, c'est assez stupéfiant. C'est Napoléon qui a dépénalisé le suicide, donc oui, avec le code napoléonien, mais et la religion a condamné aussi en disant que seul Dieu avait droit toute puissance sur la vie. Donc c'était condamné à la fois par l'État et par la religion. oui, Donc le tabou qui entoure le oui, suicide supporte des générations et des générations, des siècles en fait, de mise au banc de ces gestes. Mais il y a un suicide, alors il y avait un suicide dans certaines classes sociales qui était réprouvé, mais un qui était mis en valeur, c'était les duels, parce que quand il y avait un oui, duel, donc là oui, c'était la noble cause, on savait qu'il y en avait un des deux qui allait mourir, mais c'était pour la noble cause, et donc les nobles avaient le droit, étaient valorisés, donc enterrés dignement. oui, Et oui, voilà. Donc, oui. il faut, c'est vrai, nettoyer un petit peu toutes ces choses-là. Et C'est en très 2023, complexe. donc, si le suicide est aussi mal abordé, encore fait peur parce qu'il y a beaucoup d'ignorance sur la mort, Oui, déjà. Donc, il y a un c'est gros ça, travail oui, à oui. faire là-dessus, c'est mon point de vue. Et puis, parce qu'on a ces siècles derrière, on traîne ces siècles-là Oui, oui. de réprobation. L'important, c'est de trouver la raison profonde qui a conduit un être au suicide. Ça peut être une raison sociale, hein. Bon, ça peut être un chagrin d'amour, ça peut être une maladie, il peut y avoir des raisons. Il y a même des raisons qui sont nobles, hein. Par exemple, pendant la guerre, quelqu'un Oui, qui va se suicider pour ne pas trahir voilà, des autres. Mais l'important, c'est de travailler sur le truc psychologique qui a conduit un être à faire ça. absolument, Mettre de la lumière tout là-dessus. à fait. Et ça, Parce que il y a que la personne elle-même qui le découvre de l'autre côté avec ce qu'on appelle Dieu, hein, comme que derrière mm, le mot Dieu, je mets l'amour, la sagesse, l'intelligence et tout, quoi. on est Hein. d'accord. Oui, oui. Évidemment, l'état d'esprit dans lequel on est au moment de passer à l'acte, c'est un état d'esprit qu'on va retrouver d'après les expérienceurs de Ah EMI de oui, l'autre côté. Et il est préférable de partir avec un état d'esprit bien sûr. apaisé plutôt qu'avec un état d'esprit apaisé, il me semble. Mais Ben, bien sûr, c'est pour ça mm, que j'en avais mm, totalement conscience, vous savez, Isabelle, et je me disais, mon Dieu, dans quel état de confusion on doit être de l'autre côté, et je mettais de la lumière, je mettais de la paix en moi, pour qu'au moins qu'il y ait quelqu'un dans la famille oui. qui, voilà, en Mais sachant, hein, sur ce quart d'heure-là, vous savez qu'il a déjà retrouvé un apaisement mais, juste avant de. ah oui, Oui. oui, oui, il m'a été Mm, signalé, oui, oui, puis en même temps, c'était quelqu'un d'extrêmement ouvert quelque part, extrêmement bon, mais vraiment bon, et qui avait conscience des problèmes de la société. Il avait mal au monde quelque part. Et ce sont des êtres comme ça, très, très sensibles, qui sont plus à la merci de passer à l'acte un jour ou l'autre. Notre entretien va bientôt se terminer. Avant Oui, de passer à la question suivante, je tiens à remercier à la fois Michel et puis vous pour ce témoignage et votre confiance que vous nous avez donné de témoigner de cette expérience. On sait, tout le monde est capable de comprendre la douleur que ça peut représenter, même des oui. années après. Je vous remercie d'avoir partagé cela avec nous. Merci, merci Isabelle. Et continuez. C'est une belle œuvre que vous faites, continuez. Nous ne sommes pas qu'un corps. Oui, Et est-ce que vous pouvez nous dire comment parler de la mort, de la conscience aux enfants, justement? Qu'est-ce que on pourrait, est-ce que vous pouvez vous appuyer sur votre expérience au niveau du lycée d'Antony pendant 7 ans oui. pour nous dire comment on peut expliquer aux enfants, et vous dites dans votre ouvrage aussi, vous racontez une question que vous a posée votre petit-fils sur le loup blanc, le loup noir, etc. Voilà, c'est très mignon, mais c'est tellement juste. J'adorais ça, oui. Oui. Et voilà, si vous pouviez nous dire comment
en Oui. parler à des enfants. J'ai été invitée, j'ai eu le grand plaisir d'être invitée au lycée Antony à Paris. C'est un lycée religieux. Je crois qu'il devait y avoir 3000 élèves de sixième à maths sup à ce moment-là. Et je remercie, si le proviseur m'entend, hein, puisqu'après c'était un autre, je le remercie infiniment de m'avoir fait confiance. Donc, je n'ai pas caché à ce proviseur-là la particularité de mon expérience, c'est-à-dire que à un certain moment, on m'a montré que j'avais déjà vécu sur la Terre, etc. Il m'a dit, avec sa largeur d'esprit, il m'a dit, si c'est votre expérience et que vous n'en faites pas un absolu, évidemment, c'est votre expérience, vous pouvez en parler. Donc, j'ai eu le plaisir pendant 7 ans, alors de telle heure à telle heure, j'avais telle classe, sixième, telle heure à telle heure, voilà, de parler de mon expérience avec ces jeunes. Et je dois dire que les questions les plus profondes qui m'ont été posées dans ma vie, c'est grâce à ces jeunes-là. Voilà. Alors, automatiquement, on parle de la mort, mais avec des jeunes, la mort, ça tourne toujours autour de la vie. Bon, déjà, avec ces jeunes-là, c'était pas très, très difficile pour moi parce que j'étais invitée pour parler de mon expérience. Ouais, Hein. Donc, je parlais de mon expérience. Ça m'est arrivé plusieurs fois de voir, je vois encore une jeune fille qui pleurait, qui pleurait, qui pleurait. Et je me suis approchée d'elle après. Je lui ai dit, mais mademoiselle, je m'excuse, mais est-ce que j'ai dit quelque chose ou fait quelque chose qui vous a mis dans cet état-là? Non, madame, elle me dit, je vous dis merci parce que ça a libéré des choses en moi. Ce que vous dites, justement, je le sais. Je le sais au fond du cœur, mais je n'en avais pas conscience. Et ça a libéré tout ça. Bon, alors, il y a d'autres choses. Je me rappelle, par exemple, une jeune fille qui m'a dit, Madame Dron, je suis en colère. Je voyais qu'elle était très, très agitée. Et j'avais commencé à parler, puis je ne pouvais pas continuer parce qu'elle était très agitée. Alors je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y avait. Elle m'a dit, je suis très en colère. Mon père m'a interdit de venir aujourd'hui. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, mon père, qu'elle me dit, c'est un physicien borné. Vous savez, quelquefois, à cet âge-là, quand on a 16, 17 ans, 18 ans, on est souvent en révolte contre les parents, quoi. Bon, mais voilà. Et moi, c'était pas mon rôle de comment, de salir son père, loin de bien là. sûr. Ouais. Après, c'est pas du tout mon rôle. Alors, je lui dis, pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Il m'interdit, quand il a su que vous alliez, madame, venir parler d'une telle expérience, il m'a interdit de venir parce que de ne pas écouter les élucubrations d'une bonne femme. Enfin, bref. Puis elle est venue quand même, mais elle était en colère contre lui. Alors, je sais que je lui ai dit, mais vous savez, mademoiselle, votre papa, il vous aime profondément. S'il agit comme ça, c'est qu'il a peur. Il ne me connaît pas. Il a peur aussi. Il vous aime profondément. Il essaye de vous protéger. Pourquoi? Pourquoi, à la place de lui en vouloir comme ça, eh bien, ne vous procurez-vous pas des ouvrages intéressants de Jean Charon, de Beauregard, etc., etc., de physiciens très, très ouverts, qui ont aussi cette dimension spirituelle, puis l'inciter à parler, quoi. Mais j'ai eu comme ça Après, c'était un jeune homme qui me dit, Madame, alors vous voyez, j'étais venue parler de la mort, et après, ça dévie sur beaucoup de choses de la vie qui Bien était sûr. important aussi pour eux. Et ce Ouais. jeune homme lui dit, Madame, j'ai mon père qui est taoïste, et il m'a demandé qu'est-ce que vous pensez du célibat des prêtres. Waouh, 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 waouh. Alors donc, et heureusement quand c'est comme ça, il y a des moments où je m'entends parler. Je ne fabrique plus mes pensées, mais elles viennent et je m'écoute quelque part parler. Alors je sais que j'ai parlé comment que dans l'être humain, il y avait l'animus, l'anima, quoi, hein. Quand on étudie Jung, on étudie ça aussi. Et qu'en principe, quand on a justement une mission comme ça, en tant que prêtre ou guide, quelque part, ces deux énergies doivent être bien équilibrées en nous pour ne pas avoir de frustration, hein, quelle qu'elle soit. Mais Mhm. je dis, mais d'un autre côté, c'est très rare que ce soit le cas et qu'à ce moment-là, bon, ben, ce chemin, c'est aussi un chemin d'éveil et d'accomplissement, etc., etc. Et plein de choses comme ça. Il y a même une jeune fille qui m'a dit, Madame Dron, qu'est-ce que vous pensez de la sexualité des jeunes avant le mariage? Hein, voilà. Alors, je lui ai dit, j'avais 52 ans à ce moment-là.
J'ai dit, attention, il ne faut pas que tu te défiles. J'ai dit que, évidemment, que j'étais moi aussi maman, je savais ce que c'était, etc. Mais j'ai dit, je me rappelle que j'ai dit à ces jeunes là, qui m'écoutaient, vous savez, je peux vous dire, hein, je lui ai dit, vous savez, attention, vous les jeunes, vous représentez chacun d'entre vous une polarité, des garçons, des filles, et c'est normal que cette polarité s'attire, c'est tout à fait normal. Mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Je dis, vous savez, parce que il est tout à fait normal de s'attirer, de s'apprécier sur le plan d'esprit, sur le plan de l'intelligence, sur les plans des pensées, et seulement après concrétiser dans la matière. Je dis, c'est seulement bien après tout ça. Et je dis souvent, vous commencez par le bas et après vous vous étonnez de souffrir. Et il y a une fille, elle me dit, moi, madame, quand elle me dit comme ça, je me sens sale après, je suis obligée de prendre des douches. Mais alors elle me dit, pourquoi? Elle me dit, après tout qu'elle me fait comme ça, je suis libre de faire ce que je veux. Vous voyez? Je Ouais. dis, oui, mais vous vous sentez, même si vous prenez 100 douches, mademoiselle, je dis, vous risquez de vous sentir, parce que quand on a des relations comme ça intimes avec quelqu'un, on n'est pas simplement en relation avec le corps de l'autre. Chaque personne a tout un monde en lui et autour de lui. On est notre corps physique, mais on est aussi un corps émotionnel, etc. On partage. Ces relations intimes font qu'on partage aussi. On est comme une éponge. On va prendre toutes les vibrations des autres. Alors, si c'est quelqu'un qui n'est pas bien, etc., vous vous sentez sali, c'est normal. Après, je me suis dit, bon sang, ils vont me prendre pour une ringarde, hein, chez ces jeunes-là, quoi. Bon, puis j'étais très étonnée parce que à la, à la récréation, j'ai un jeune homme qui était dans la classe, qui vient me voir, avec entouré de son groupe d'amis, qui vient me voir et qui me dit, Madame Dron, est-ce que vous pourriez donner des cours d'éducation sexuelle à l'école? Isabelle, je me disais, mais je n'ai pas le droit. Mais je dis non, de toute façon, je dis, mais pourquoi vous me demandez ça? Parce que madame, là, on a compris. Là, à ce niveau-là, là, vous voyez, eh bien, on comprend ce qui est bon et ce qui n'est pas bon entre nous. Et vous devriez demander au proviseur qui vous invite à donner des cours d'éducation sexuelle. Eh bien, Isabelle, j'ai parlé de la mort, ça s'est retourné sur la vie, mais j'en suis très fière. Ouais. Et alors, je profite de ça pour dire effectivement que c'est ce que les personnes qui nous écoutent vont entendre votre intelligence fine, celle dont je parlais tout à l'heure, et votre sagesse d'avoir cette capacité de répondre simplement à des enfants sur des choses qui peuvent être C'est compliquées, important pour eux, oui, puis c'est très important pour eux. importantes. Mais dans votre livre, on trouve tout un tas de questions-réponses de cet Oui, ordre-là, où en quelques lignes, vous arrivez à délier des choses qui pourraient être obscures, compliquées, et vous les déliez très naturellement et toujours avec beaucoup de tendresse. Et vraiment, quand je dis que ce livre est une référence, je le pense vraiment, d'autant plus que vous donnez beaucoup de références de sites, beaucoup de références d'autres oui, livres qui peuvent permettre à des personnes qui sont aller plus déchéantes loin, d'aller plus loin. oui. Voilà, Mais ça vous c'est savez, bien. ce livre-là, Isabelle, je l'ai écrit alors que j'étais au ras des pâquerettes. J'ai fait une hépatite C et les pathologues m'avaient dit que je n'avais plus que 2 ans, voire 1 an à vivre, vous voyez. Alors mon mari me reprochait de passer beaucoup de temps devant l'ordinateur. Je ne pouvais plus faire grand-chose que ça. Et il m'a dit, mais le jour où toi, tu vas partir, qu'est-ce que je vais devenir? Alors je lui ai promis de lâcher un petit peu, de lever le pied, mais j'ai pas tenu ma promesse à fond. Et parce que j'ai pris conscience que lorsque des personnes se mettaient en rapport avec moi, m'envoyaient des mails pour me poser des questions, hein, sur le destin, le karma, enfin bref, ce dont j'ai parlé dans mon livre, lorsque ces personnes-là, quelquefois, me posaient des questions très pointues qui nécessitaient pour moi, mais alors des heures d'études, il y a des moments, hein, bon, voilà. Et là, je conservais ça en me disant, si on me pose la même question, je n'aurais plus à refaire, parce que même les taper, etc., c'est beaucoup de temps. Je n'aurais plus à refaire tout ce travail-là. Et puis, j'avais mis ça de côté. Et quand mon mari m'a demandé d'arrêter, je me suis dit, je n'ai pas le droit
de, de ne pas profiter, de ne pas faire profiter de toutes ces heures que j'ai passées, si vous voulez. Et j'en ai fait un livre. Voilà. Ben, vous J'en avez ai eu fait un bien livre. raison. Mm. Et je me suis dit, je risque de partir un jour ou l'autre parce que je n'ai plus 20 ans. Et j'ai voulu, à travers ce livre aussi, donner beaucoup de... Parce qu'il y a des questions qui à elles seules, auraient nécessité un livre. Je ne Oui, pouvais mais pas. je peux donner quelques exemples sur la table des matières. Alors, je Oui, mettrai les sommaires après la vidéo, comme oui, ça oui. les personnes qui nous regardent pourront les lire. Mais on vous pose des questions sur l'euthanasie, on vous pose des questions sur la solitude, on vous pose des questions sur l'évolution de Darwin, le karma, quelle est ma mission de vie, les départs volontaires, on vient de l'évoquer. Euh, la peur de procréer, une dame qui vous a Oui, écrit parce qu'elle avait peur. peur de Euh, procréer. voilà, et donc vous lui répondez aussi avec beaucoup d'intelligence et de finesse. J'ai été vraiment très touchée. Que deviennent nos bébés, nos jeunes enfants dans l'au-delà? Enfin, et des personnes qui ont un poids sur le cœur et Ah oui, oui, oui. qui vous écrivent et les réponses que je lis, en tout cas, sont en capacité, je pense, de les réconforter. Oui, D'ailleurs, dans les mails de réponse qu'elles vous font, elles vous remercient oui, énormément. c'est vrai. Ah oui. Et Oui, vraiment, il y avait une, une question qui m'avait touchée. C'est si je me trompe, si je me trompe pas, Madame Dron, j'ai perdu un fils comment? J'ai perdu une fille de, je ne sais plus, 16 ans ou 14 ans, je ne sais plus. Elle avait un mal d'être, un mal à vivre énorme que ni moi ni mon mari n'avons réussi ici à, comment, je n'arrive pas à trouver le mot, à à combler, apaiser. Oui. apaiser. Elle me dit alors, ma fille a mis fin à ses jours, si elle a tellement souffert sur la terre, et si maintenant on me dit qu'elle va griller en enfer, où est l'amour de Dieu? Voilà. Après, j'ai une autre personne, c'était qui avait perdu un fils. Et là, fou, madame, qu'elle me dit, je vous en supplie, si l'expérience que vous avez vécue est vraiment vraie, je vous demande à genoux, dites-moi si vraiment il y a quelque chose de l'autre côté, si c'est vrai. Vous ne pouvez pas ne pas répondre. Bien sûr. C'est pas possible. Mm. Et j'ai un chapitre particulier que j'ai beaucoup aimé aussi faire dans ce livre. C'est la différence, la distinction entre tout ce qui est figé. Je ne parle pas de la vraie, moi de l'autre côté. Pour moi, maintenant, il n'y a plus qu'une religion, c'est l'amour, tout Mm. simplement, hein. Mais voilà. Et j'ai voulu faire la différence entre la religion ou les religions, le respect institutionnel, qui fait que c'est quelquefois dogmatique, figé, et ce que j'appelle la tradition, c'est-à-dire cette sève d'amour qui circule dans tout et qui unit tout. Et Mm. ça, pour moi, c'était important de faire ces deux chapitres-là. Oui, mais jamais avec prosélytisme. C'est-à-dire que Ah, mais vous, non, ça y est, vous apportez des informations, chacun y ah trouvera non, ce non, qu'il non. veut, mais vous prenez jamais position et Ah non, non, c'est non. Et vraiment puis, très intéressant. je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité ultime, hein. C'est simplement peut-être ma vérité, hein, un certain degré de vérité, disons. Je n'ai jamais eu cette prétention-là. Mais j'avais deux possibilités à la suite de mon expérience, soit me taire à jamais en me disant, personne ne comprendra. À ce moment-là, c'était les autres, personne ne comprendra. Et puis, je n'y arriverai pas. Et puis, si j'en parle, on va me dire que je suis folle. Euh, euh, non, j'avais peur, moi, des répercussions de tout ça. Soit me taire à tout jamais, ou soit bon, bah, prendre le risque d'en parler, mais en disant, voilà, ce n'est que mon expérience. Si ça peut vous aider à aller plus loin dans votre cheminement à vous, je vous l'offre, c'est tout. Ce n'est que ça. Mais c'est Mm. beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup. Écoutez, en tout cas, vous avez fait beaucoup pour moi parce que je vous suis depuis très longtemps et vous avez éveillé beaucoup de choses en moi, des réflexions et l'envie d'en savoir davantage et je vous en remercie vraiment profondément de Merci. tout cœur, vraiment. Je Merci, vais Isabelle. vous laisser le mot de la fin, Nicole. Mais pour conclure, j'invite à lire donc vos ouvrages qui sont de véritables cartographies philosophiques. C'est ce que je viens de dire, psychologiques pour accompagner ceux qui cherchent un sens à leur expérience de vie. Avec toujours beaucoup de simplicité, de tendresse et d'intelligence, vous réussissez le tour de force d'accompagner vos lecteurs à vivre pleinement leur vie, quand bien même ceux-ci ont traversé les pires tourments. Oui, De plus, dans vos ouvrages, vous n'omettez pas de lister tous les livres, les organisations, les documentaires propres à étayer les recherches sur le sujet.
C'est à mon humble avis, et je le répète, deux livres de référence Merci. que vous avez écrits. Merci Nicole pour ce don majeur de votre vie au service des autres. Merci pour ce temps que vous avez partagé avec moi, malgré la fatigue que cela pouvait provoquer. Vous avez été très généreuse et de tout mon cœur, je vous remercie. J'en suis émue. Merci, merci de m'avoir invitée, Isabelle. C'est touchant, ça me touche beaucoup, surtout pour la cause que vous défendez. Et vous me disiez que vous me donniez le mot de la fin. Simplement, je voudrais dire à tous les êtres qui m'écoutent, et surtout les jeunes, n'oubliez pas qui vous êtes. C'est une phrase, inscrivez-la en lettres de lumière en vous. Vous n'êtes pas ce que vous croyez, vous êtes quelqu'un de magnifique, de fort. Vous pouvez traverser toutes les épreuves de la vie si vous vous accrochez à votre étoile. Voilà.